Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, et comme on le dit souvent, featuring parce que on a quelqu'un en featuring aujourd'hui, et cette personne, c'est quelqu'un de très important dans le milieu, de très important pour tout le travail qu'il a abattu, et c'est quelqu'un qui finalement parle pas beaucoup. Il fait. Donc, moi je suis content de l'avoir pour parler. Je parle de Monsieur Tefa. Comment vas-tu, mon pote? Ça va, mon pote, ça me fait plaisir d'être là. Pareil, toujours un plaisir de te voir. Ouais, en plus je parle pas trop souvent et tout. C'est ce que je dis. Donc je suis content. On est flatté ici. Ok. Donc, on va revenir un peu sur toute ta carrière, même si en 1 heure et demie, ce sera pas possible parce que je sais que toi, tu t'arrêtes jamais, hein. Je peux pas vous dire ce qu'il m'a dit là en off, mais c'est incroyable. Mais bon, on va quand même essayer de faire un espèce de condensé, un espèce de résumé, et j'aimerais qu'on fasse comme on fait tout le temps, commencer par les débuts. Et moi, j'ai une question qui revient souvent quand je reçois des gens qui sont pas rappeurs, c'est comment t'es rentré dans le hip-hop? Est-ce que à un moment t'as rappé? Non, moi j'ai pas rappé, mais Non, il faut dire la vérité non, ici. mais hein. non, j'ai la vérité. Ouais. J'ai pas rappé, mais je faisais des impros, tu vois. On était les mecs des impros. Mais j'ai jamais rappé. Ok. Le seul truc de rap que j'ai fait un truc de rap une fois. C'est dans un de mes albums et c'est une interlude. Ah, c'était la cité des abeilles, tout ça. Ouais, Wu-Tang Clan, exactement. tout ça. Ouais, la cité des abeilles. On s'était foutu un peu de la gueule de Radio Radio Nova. Nova, Mais en vrai, Dynasty. c'était plus un hommage qu'un foutage de gueule. Mais t'improvisais quand même. À l'époque. Ah ouais, si tu parles de ça, c'était genre 92, 94. Ok, ça vois. pouvait savoir. Mais ouais, j'ai fait, je faisais ça avec Eben. Ok. Ouais, souvent Eben. Masta aussi. Masta, il improvisait. Masta, j'ai déjà vu rapper. Hein. Ouais, il rappait. Moi, je l'ai vu rapper. Non, moi. carrément, il y a des morceaux où il rappe, genre dans des mixtapes sortis obscurs, où Masta, il avait des couplets. Tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai pas Toi, de non. couplets. Il y a pas de trace, toi. Non, moi, je suis pas, voilà, laisse Ok. tomber, je suis mauvais. Si tu peux trouver des top lines, parce que là, des fois, je pose des top lines avec l'autotune, je mets, c'est secret dans mon studio. Voilà. Voilà, je travaille comme ça, mais. On va aller soudoyer l'ingénieur du son. Non, ça sortira jamais. C'est horrible. Ok. Bon, tes premiers pas, justement, comment tu rentres dans tout ce qui est le hip-hop, le rap, tout ça? Mes premiers pas dans le hip-hop, ça a été avec, c'était avec un groupe de danse et de graffiti artistes. Mhm. Donc Le nom, celui-là? Ouais, bien sûr. C'était TSB. Ah oui, bien sûr. Voilà, avec donc The System Boy, avec Faz. Mhm. Donc tous mes Big débuts up. du hip-hop, Big c'était up avec Faz. avec Faz, ouais, big up grave. Mhm. C'est un mec qui en tout cas qui a été dès le début du hip-hop m'a guidé, m'a présenté des gens. Mhm. Et donc il y avait TSB et TSC's qui étaient timides et sans complexe. Mhm. Et donc ça c'était mes premiers pas dans le hip-hop, et après j'ai monté un groupe de graffiti artistes qui s'appelait IMC avec No et tout, Mhm. Bien sûr. qui s'appelait Il Manie la création. Voilà, c'était un truc tu sais, à l'époque on aimait bien les 3 lettres. Avec tu sais, The System Boy, Il Manie la création. Et puis j'ai vite aimé le son, et donc j'avais trouvé un pote qui avait des platines, donc j'allais chez lui. Mhm. Et j'ai fait DJ Ok. voilà, parce que j'étais pas doué dans le reste. J'avais pas le profil du danseur. Je t'ai vu danser. Oui, je sais. Mais quand je taguais, bah justement, tu vois, je suis pas le profil du danseur. Et quand je taguais, il fallait courir vite, je courais pas vite. Alors, je me suis dit, ouais, DJ, c'est bien, c'est planqué. T'es C'est derrière, cool. tranquille, Ouais, tout va bien. Voilà. Ok. Et quand tu disais que tu faisais DJ, ça t'arrivait, c'était pas juste dans la chambre, tu sortais, tu faisais des concerts ou des soirées, des trucs Non, comme ça? c'était beaucoup de DJ, c'était beaucoup pour tu sais, j'aimais la musique. Mhm. Et donc je faisais avec j'avais un groupe à l'époque, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré Masta, hein. J'étais derrière mon groupe, lui il était derrière le sien. Mhm. Et on s'est rencontrés à une fête de la musique, je crois que c'était en 89 ou à 90 à Vitry.
Mhm. Et après, ben voilà, moi, bon, DJ, j'étais pas plus que ça. Mhm. Et la prod, bah, c'était la suite logique de DJ. Donc DJ, tu le faisais derrière un groupe, en fait. Ouais. On peut avoir le nom ou c'est secret? Ah, si c'est secret, tu dis J'étais pas. Non, mais j'étais avec un groupe, il y avait Savage et Welcome B. Ok. Voilà. Il y avait pas de nom de groupe spécialement. J'étais avec eux et Masta, il était avec les LR. Elle Tu est- vois, qui était le groupe de de Vitry, Vitry, le le résultat, résultat. voilà, qui était avec. Mafia Underground. Ah, exactement. Ok. Il était avec eux. Ok, très bien. Donc, tu rencontres Masta et c'est là que tu te lances dans le beatmaking avec lui. Au début, quand je rencontre Masta, on se rencontre. J'avais eu un problème de cellules, il m'avait prêté ses cellules. Mhm. Et il s'avère que moi, j'arrivais de Saint-Denis et j'étais dans le nord de Paris, donc dans le 18e à La Fourche. Mhm. Et lui habitait là. Et donc, on s'est recroisés genre un mois plus tard dans le métro. Et il habitait à 2 rues de chez moi. C'est pas Et vrai. donc, on a commencé comme moi. Lui, il avait un sampler. Mhm. Moi, j'avais des disques. Mhm. Et ben, j'allais chez lui faire du son. Voilà, Voilà. Et simplement. c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le son avec lui et DJ Sick. Ok, Voilà. ok, DJ Sick de 501 Posse. Exactement. Ok, Voilà. très bien. Donc, vous bossez ensemble avec l'aide de Sick. Sick, il faisait déjà du son avant vous, je Ouais, suppose. non, Sick, en vrai, Sick et Masta, ils se connaissaient vite fait, mais c'était moi le lien. Moi, j'allais, Sick, il m'expliquait. Parce que Sick, il était meilleur que moi dans tout, tu vois. Mhm. Il était meilleur en DJ, il était meilleur en son. Mhm. Il maîtrisait, lui, il avait un S1100. Le S1100, c'était la Rolls-Royce des sampleurs. Nous, on avait un S900, S950. T'imagines, à l'époque, c'était 5 secondes de sample. Ouais. Donc, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est parce qu'on avait ce sampleur-là qu'on samplait en 45 tours et c'est comme ça qu'on a fait les voix pitchées, Masta et moi. Sans faire exprès, en fait. Bah non, C'est parce que ça vous arrangeait. Comme on prenait en pitché, parce que pour avoir du temps, tu prenais, t'avais qu'une boucle de 8 secondes. Donc quand tu prenais en pitché, ben voilà, et t'avais juste à ralentir. Donc tu trompais le logiciel. Ok. Et donc nous, on prenait en accéléré. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire les trucs pitchés, qu'on fait un peu notre marque de fabrique. Ok, on va y revenir après. Mm. Et ensuite, dans ma chronologie à moi, le premier truc officiel que vous sortez, c'est des choses pour le ménage à 3. Alors c'est entre 3 coups, entre 2 balles. C'est quoi le premier truc que vous sortez? Est-ce que je me trompe? Ça se trouve c'est autre chose. trompes. Voilà. Pas du tout. C'est quoi votre premier truc? C'est un truc, c'était Destiné, la rappeuse. Je me rappelle Ouais, très bien. c'est notre Quotidien. premier deal. Voilà. Le C'était nous. maxi. Et c'était en 91, 92. Ok. Voilà. On a fait ça et puis ça, c'était notre premier deal en maison de disques et tout. Elle était chez East West, je me rappelle. Exactement. Ah, ok. Avec un mec qui s'appelait Michel Elie. Ouais. Et qui nous avait trouvé, on avait fait toute la prod de l'album. Et d'ailleurs, voilà, et donc c'était en parallèle, mais bien avant les 2 balles de nègre, et on a fait ça. Donc c'est le premier truc. Et d'ailleurs, je crois que c'était le premier titre R&B commercialisé, ou en tout cas un des premiers. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais. Et comment vous vous retrouvez dans cette histoire-là? Ça veut dire que là, de ce que tu m'expliquais avant, toi et Masta, vous habitez à 2 rues, chacun l'un de l'autre. Vous voyez, vous faites de la musique. Vous, avec le temps, vous progressez. Et donc, il y a un moment, vous vous retrouvez avec un deal. East West, c'est Warner, tout ça. Ah. Donc, vous vous retrouvez à bosser pour quelqu'un qui est en maison de disque. Ouais. Destiné. Ouais. Comment vous arrivez Elle n'était jusque-là? pas en maison de disque. Ah, quand vous Elle faites est- le morceau, elle venue- est pas signée encore. Non, on ne Ok. s'est pas signé. Ça veut dire que moi, je connaissais à l'époque, au tout début, j'avais rencontré IAM au tout début, en 89-90, quand ils avaient fait Ah ouais. leur tape, et je les voyais au tout début. Donc j'avais sympathisé, j'étais proche de Faf, je connaissais, je voyais AKH. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment au tout début, quand ils étaient à la Belle Noire encore. Ok. Et donc, quand il y avait le fameux Benny. Voilà. Et voilà. Et donc, un jour, ils avaient fait un titre qui s'appelle Elahi. Ouais. Donc, dedans, il y avait Destiné. Enfin, moi, j'avais rencontré Salia par leur intermédiaire. J'avais rencontré Destiné par l'intermédiaire de Salia. Ok. J'ai sympathisé avec Destiné. Mhm. À l'époque, Salia, elle avait déjà un deal en maison de disques. Elle était déjà produite. Il y avait déjà des grosses équipes derrière. Mhm. Et Destiné, elle avait rien. Donc, moi, j'ai commencé à travailler avec elle. Je trouvais qu'elle avait du charisme Mhm. et qu'elle chantait et rappait bien.
Et donc, on a commencé à faire des maquettes dans un studio où elle faisait des cours de danse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de studio de rap. Donc, on se débrouillait. On avait eu un studio et on a rencontré Michel Elie, qui a... Nous, on connaissait un en business et qui nous a amené chez East West, qui est devenu producteur. Ou producteur, je sais pas. Et qui, voilà, nos premiers chèques, et ça venait de lui. Ok. Voilà. C'est fou, ça. Et pour ceux qui savent pas, Destiné, c'était une légende dans la fin des années 80 et début... Il y a une fin des 80, premières, début 90, voilà, une des une des premières premières rappeuses avec Bilov ou Salia. Bilov, Salia, Voilà. exactement. C'était les c'était- premières rappeuses. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc là, vous faites Destiné. Bon, je me rappelle que le single, le quotidien, le maxi sort. Ouais. Elle a un deuxième single qui sort, mais l'album, il sort jamais. Non, il y a eu des... laisse tomber, c'était... Bon, j'avoue, je l'ai chez moi, l'album. Ouais, l'album, l'album, Il y avait des albums promo qui avaient Ouais, fuité. exactement. Je sais pas Ouais. comment il a atterri L'album- chez moi, mais je l'album, l'ai. il est jamais sorti. Il y a Ouais. eu l'artiste, elle s'est câblée avec East West et du coup, ils ont abandonné le projet. Ok. Donc, la suite. Maintenant que tu me dis ça, ma chronologie dans ma tête, elle change un peu. Parce que moi, je pensais qu'on allait arriver aux 3 coups et aux 2 balles. Mais maintenant que tu me dis East-West, Destiné, il me semble qu'il y a un remix d'Ophélie Winter qui sort. Ouais, c'est pareil. C'est la suite. Ouais, C'est ouais. ça la suite. Non, c'est Non. après ça. On avait commencé déjà à 2 balles, Ok. mais pareil, on était chez East West. Mhm. On était des sacrés relous, on tapait tout. Un jour, on était là, on traînait toujours à East West parce qu'il y avait ils avaient des cartes du Ken Club, tu vois. Et c'était une salle de gym archi prestigieuse. Ok, Et je quand crois. t'étais à East West, tu pouvais gratter la carte et y aller. Ok. Et nous, on allait tout le temps gratter les cartes pour aller au Ken Club, tu vois. Parce qu'il y avait des gens, genre on pouvait se faire du réseau. Donc moi, C'est j'allais taper les trucs, je faisais pas de sport, je regardais les gens. Yeah. Parce qu'à l'époque, je me disais, bon, pour être fort, faut se faire du réseau. Donc, j'allais là-bas et à force d'aller là-bas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai croisé Ophélie Winter. Mais je l'avais vu avant, je l'avais déjà rencontré en boîte de nuit avec Solar, parce que je bougeais tout le temps avec MC Solar. Ok. J'avais fait la fameuse imposture de Jimmy J thaïlandais, couture chinoise. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, ça veut dire que Tu t'es fait passer pour Jimmy Jam? Ouais, au moins pendant 2 ans avec Solar, je rentrais partout en boîte parce que comme il sortait jamais, j'ai vécu sur lui. Tu vois, je me suis dit, je rentrais, c'était pratique. Il y a même des mecs qui m'appelaient Jimmy J devant Jimmy J. Tu vois? Magnifique. Bah ouais, grave. Mais on vivait une époque incroyable, cette Bah époque-là. ouais, mais- Parce que je me mais- rappelle qu'il y avait un faux doubleur de Eddie Murphy, qui était dans toutes les soirées parisiennes aussi. Et il disait, c'est moi qui double Eddie Murphy. Et quand il faisait la voix, en fait, c'était pas ça, c'était nul. Mais les Ouais. gens le croyaient et ils rentraient partout. Donc c'était une époque quand même un peu Ouais, folle, mais nous, ouais. nous, on était des vrais menteurs. Ouais. On a menti sur Un autre grave. niveau. Ouais, non, nous, on n'avait aucune espèce de peur ni de honte pour rentrer dans les boîtes et tout. On a tout sorti. Une fois, on était parti à La Rochelle avec Jimmy Sissoko. Un jour, si tu l'invites, tu lui demanderas. Ok. On était parti. Il y avait Masta et lui. Et on les avait fait passer pour les NTM. Et ils nous ont fait rentrer. Donc Jimmy Sissoko, c'était Joe Star. Ouais, mais comme personne connaissait rien à l'époque, il y avait pas de, tu vois, Ouais, vite y a fait. pas Internet. Ouais, voilà. Et Jimmy, toute la soirée, il parlait, ouais. On a grave vécu sur eux aussi. Ok. Amour sur vous, les frères. Big up Jimmy. Ouais. Big up Masta. Mais même big up Bruno, big up Didier. Ouais, voilà. Ok. Donc, pour en revenir, donc tu croises Ophélie Winter au Ken Club. Non, je croise Ophélie Winter au bain douche avec MC Solar. Ok, d'abord. Et je la recroise en bas de chez East West. East West, ok. Et donc voilà, elle me parle et tout. Il cherchait un remix. C'était Michael Vignen, le DA à l'époque. Et moi, je me suis dit, j'étais déjà dans l'ouverture à ce moment-là. Bon, Ok. les autres, moi, Masta, ils étaient pas d'accord et tout. Et j'ai dit aux autres, venez, on est des quinries, les mecs, on y C'était va. une époque compliquée en France. Tu faisais pas ce que tu voulais comme ça. hein. Mais bon, au final, on l'a fait. Mhm. Et puis voilà, bon, ça a été plus ou moins critiqué. Il y a eu du bon, du mauvais. Ouais, c'est pas grave. On avait fait un coup, on avait pris un chèque. Ok. Ça nous a permis d'acheter des bandes pour. Donc au final, c'était pour moi, j'ai vu ça comme un acte de survie. Et Bon, puis surtout, quand j'ai réécouté, c'était plutôt pas mal. c'est clair. Je me rappelle. Ouais. Donc, on va venir maintenant. On va parler des 2 balles.
Comment vous vous rencontrez et surtout, qu'est-ce qui amène à Deux Balles de Nègre? Parce que les gens oublient, il y a des gens qui oublient que c'était deux groupes à la base séparés Ouais. et qui se réunissent pour faire un album ensemble. Ben, donc, Masta connaissait connaissait le frère des Deux Balles, Cyril. Ouais, aphrodisiaque. Ouais, aphrodisiaque, Suga. Mhm. Et donc, il a rencontré les petits, ils devaient avoir 13 ans ou 14 ans, Mhm. et il commençait à faire du son avec eux. Ok. Voilà. Moi, après, j'ai rencontré les Deux Balles par l'intermédiaire de Masta. Mhm. Et à l'époque, on traînait beaucoup à Tikaret. Et à Tikaret, il y avait les deux nègres qui étaient souvent, parce qu'il y avait un genre de studio en dessous de Tikaret, tu Ouais. sais. Un studio underground. J'en Comme il y ai a- passé du temps là-bas. il y avait pas beaucoup de studios de rap. Moi, Mhm. bon, à l'époque, je connaissais bien Dan, parce qu'il y avait Moda et Dan, Mhm. un mec de chez toi. Ouais, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Voilà, ok. Et donc, il y avait les deux nègres qui traînaient là-bas. On a commencé à travailler avec les deux nègres. Nous, après, on était avec... il y avait des mecs que j'avais rencontrés qui s'appelaient White et Spirit, qui étaient proches de Jimmy J. Donc, à l'époque, moi, je faisais le lien Ok. entre Solar Mhm. et donc Spirit. Il commençait à produire, c'était un bon DJ. Ouais. Hein, je l'ai amené avec moi, comme il traînait avec nous. Et donc, il y a une partie, Spirit commençait à produire une partie de l'album et nous, l'autre partie de l'album. White et Spirit connaissaient... Mais là, tu parles de qui produire une partie de l'album, tu parles non, musical. Au début, on faisait Ouais, que de mais- la musique. Il n'y avait pas on n'avait album pas de d'argent. qui? De Deux Balles et on produisait Deux Balles et Deux Nègres, chacun d'un côté. Ok, Voilà. mais c'était séparément. Et Ok. quand on s'est rencontrés, Mhm. à Tikaret, on a commencé à faire du son ensemble. Mhm. Comme on n'avait pas d'argent, on s'est dit, bon, bah, c'est plus simple. On va faire un album, on groupe tous nos moyens et quand ça Ok. pète, on sort les deux groupes. Ok, donc Tu vois c'est venu d'un manque de moyens en fait. Ouais, cette exactement. alliance. Il n'y avait pas Ok. de thunes. Donc, Ok. on a personne, à l'époque, produire un disque, c'était pas comme, Ah, c'est c'était très cher. compliqué. Les séances de studio, c'était 1000 francs ou 2000 francs. C'était, Ouais. tu vois, C'est ouais, Des c'était- bandes. Ouais, les bandes, c'était 1000 balles la bande. Euh, C'était tout de suite, ça coûtait de l'argent. Donc, Ouais. donc on se débrouillait comme on pouvait. mhm. Et donc, on a rencontré Fred, le magicien, qui est devenu Fred le magicien, qui était assistant à Bastille Ouais. et qui nous ouvrait les studios la nuit quand son patron partait avec des bougies et qui travaillait avec nous. Des Donc, bougies. ouais, c'est grâce Fred, c'est un des mecs grâce à qui on a pu finir cet album. Sans lui et sans ses coups de main, on n'aurait jamais pu le faire. C'est vrai. Hein. Alors, c'est important ce que tu me dis là. Enfin, en tout cas, c'est important pour moi. Fred, il vous ouvrait les portes du studio. Ouais, Il faisait prise de voix. ouais. Est-ce que c'est lui qui mixait? Non, il mixait pas encore à Qui l'époque. mixait? Parce que je trouve que les sons que vous faisiez, toi et Masta, et notamment l'époque de Balles de Nègre, j'ai trouvé super bien mixé pour l'époque. Et surtout, sans maison de disque. Ouais. Sans major, quoi, je veux dire. Écoute, Qui mixait ça? en vrai, c'était Greg Mann, l'AG américain. On a eu de la chance parce que dans nos connexions, à force de sortir et tout ça, j'avais rencontré plein de gens et lui, je l'avais rencontré. Une fois, il était à Paris Ok. et j'avais connecté avec lui et donc j'avais pris son numéro et donc j'étais en contact direct avec lui par téléphone. Et donc, Ok. on avait réussi à débloquer, comme White et Spirit était proche de Crépuscule, la boîte de cinéma, Mhm. on s'était associé à eux, ils nous avaient donné un peu d'argent et on avait réussi à le faire venir à Paris pour mixer tout notre album. Ok. Donc, Ah voilà. ouais, non, j'étais choqué par le son. Maintenant, Ouais. tout s'explique. Ouais, Maintenant que tu me dis ça, ok. voilà. C'était, ça nous a coûté le plus cher, c'était en weed. il, voulait, Ouais. il voulait fumer tout le temps. Ah ouais, poteau, putain. Une c'est- machine. Ouais, une machine. Ok. Ouais. Et donc, c'est Greg Mann qui mixait tout le rap carré à l'époque. Mhm. Et d'ailleurs, qui a été notre premier relais quand on était à New York pour nous présenter des gens. C'est comme ça que j'ai commencé à faire un réseau aux États-Unis. Ok. Bon, je constate que très tôt dans ta carrière, tu t'es rendu compte que le réseau, c'était important. Ouais, Ok. ouais. Toujours, ça a toujours été la base. Ok. On travaillait. Ok. Enfin, plus t'as de réseau et plus tu peux faire des choses. C'est clair. Maintenant, Deux Balles de Nègre, l'album, il sort en indé. Ouais, Il n'y a pas beaucoup d'indé à l'époque. non, C'est pas comme aujourd'hui. non, la plupart des gens, ils étaient en major. C'est ça. Comme tu l'as dit, faire un disque, ça coûte cher. Les gens, ils se lançaient pas en indé comme ça. Ouais, C'était compliqué. on est en total indé, ouais. Et l'album, en fait, moi, je me souviens que vous faites
énormément de dates, énormément de concerts. C'est pas un album qui passe à la radio. C'était compliqué à l'époque que t'étais un indé de te retrouver sur une radio, en playlist sur une radio nationale et tout ça. Mais il y a beaucoup de concerts, un très bon bouche à oreille. Et au final, il y a des ventes comme... Ouais, bien sûr. On fait 60 000 ventes. C'est énorme pour un indé. Pour un disque de rap, 100 personnes, c'est juste incroyable à l'époque. Surtout aujourd'hui, quand on voit le disque d'or à 50 000, Ouais. tu te dis que... Et merde. puis tu parles d'un marché où il y avait rien. Parce que Ouais. souvent, les gens, ils oublient une chose. C'est que nous, quand on a commencé le rap, il n'y avait aucune infrastructure de rap. Ouais. Il n'y avait rien de rien de rien. Les DJ, quand ils bougeaient, c'était 4 caisses de disques super lourdes, Ouais. des platines. C'était, laisse tomber. Tu ramenais tout, en fait. C'était de la muscu. Ouais. Tu vois? Et donc, ouais, c'était très compliqué. Il y avait peu de réseaux pour le rap. Il y avait peu de labels pour le rap. Même des ingé-sons. Ouais, C'était des nous, on en a- ingé-sons de on en- rock ou ouais, trucs. donc Vous, nous- vous avez de la chance de tomber sur un Américain et Et bosser puis avec après, lui. on en a formé, nous. On a pris Ok. des ingés qui avaient des bases et on les a Ok. fait travailler comme on voulait. Ok, Mais c'est vrai qu'au début, il y avait rien du tout. c'était compliqué. Ouais, c'était assez compliqué. Donc là, vous faites 60 000 en tout, avec le temps et tout. Non, au final, on est à 100 000. Oh, regarde, Voilà, c'est on est à 100 000. Magnifique. On a eu le 10 de platine magnifique. de ça. Mhm. On monte. À la fin d'Exploit, on est à 80 000. Ok. Tu vois. Ce qui se passe, c'est que on fait énormément de concerts Mhm. et un soir, Masta, Masta et Ben et moi, on est au Palace et il y avait Lord of the Underground qui J'étais passe. là. Voilà. Les mecs, ils ont fait un show, ils nous ont mis par terre et il y avait juste un DJ, mais Ouais. c'était juste je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle très bien. C'était incroyable ce show. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah il faut qu'on fasse la même chose en français, il faut qu'on ait un show de dingue. Mhm. Et donc on a fait quoi? On a travaillé pendant plusieurs semaines Mhm. un show. Toutes les idées, on mettait des marquages au sol, des positionnements, les habits pareils, on se prenait la tête. Au début, Les caleçons. ouais. Et deux balles, ils arrivaient en caleçon, Et pieds nus. au début, c'était difficile parce que, Mhm. tu vois, faire des trucs de chorégraphie, personne ne le faisait, on se disait comment ils vont le prendre. Et au final, ça marchait grave. Les gens, ils ont pété un câble et on s'est fait une réputation sur la scène avant même la réputation sur disque. Ok, donc toi, tu penses que les super résultats que vous avez eus dans les ventes, ils sont en partie liés à ce qui se passait sur scène, le show que vous avez donné. Ouais, puis la qualité de l'album, Mhm. parce qu'on avait quand Oui, même, oui, bien sûr. moi je le réécoute des fois et je trouve Ok. que c'est un album qui perdure. Mhm. Il a rien de, il est encore actuel. Même les propos, bon après c'est sûr qu'en termes de rythmique et tout ça, c'est plus la Oui, même chose. c'est daté, mais bon. mais ce que je veux dire, c'est que c'est des titres qui peuvent être écoutés. J'ai réécouté Labyrinthe la dernière fois. Ouais, C'est un titre. énorme, ce morceau. Ouais, c'est un très gros titre. Ouais, énorme. Du coup, il y a le succès des Deux Balles de Nègre. Vous bossez aussi pour d'autres membres du Ménage à Trois, j'imagine, parce que à part affiliation. On rencontre les trois coups Ouais. par Monsieur R Mhm, et par Lioness. mhm. Et donc on fait le premier maxi des trois coups. Ok, Voilà, je me rappelle aussi. voilà. Donc, Check la devise. Et vous avez fait les sons, mais c'est vous qui avez produit ou pas? Parce que je sais que c'était en indé, mais c'est pas nous qui c'était avons qui avait produit, ça c'était Sléo. à la base, record. Voilà, à la base record. Exactement. Voilà, Ouais, c'est c'était vrai. Fab et Sléo. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc Ouais, voilà. pour le premier maxi, c'était eux. Ok. Donc, pour moi, là, à ce moment-là, vous avez vraiment une réputation dans l'underground parisien ou même français. Vous avez une réputation, vous avez fait vos preuves, vous avez fait des choses avec deux balles, avec trois coups, etc. Mais, il vous manque cette entrée mainstream, grand public, c'est-à-dire être diffusé sur une radio nationale. Et j'ai fouillé, je me suis dit, pour moi, c'est quand vous faites Tout saigne de la clinique. Ouais, C'est ça? Le Premier premier morceau. ouais, premier gros hit. Voilà. Voilà. Après, on avait des morceaux qui étaient classiques, tu vois. Mais le premier gros hit, c'est le morceau avec Gynéco et La Clinique. Ça veut dire le rotation radio maximale. On entendait le morceau tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps. ouais. D'ailleurs, c'est le premier tube de Hostile. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire, en fait, Hostile, je me rappelle que la maison de disques avait décidé que le single, ce serait Polo, Ouais, Panne Sèche. ouais, Finalement, il se retrouve pas en radio. ouais. Dans le milieu, les gens étaient ouf sur les deux morceaux de Time Bomb. Lunatic, Crimpay, X-Men, Pandélé. Les gens, ils étaient ouf dessus. Mais en radio, c'était La Clinique avec Doc Gynéco, au final. Bien sûr. Et puis, c'était
juste un peu avant l'explosion de Gynéco. Tu vois, Gynéco, il commençait, tout le monde parlait de lui et tout, mais là, c'est tombé Je me rappelle, il avait déjà son premier album dehors, mais il faisait pas encore les grosses ventes. C'était le début Ouais. de son premier album, Voilà. mais il commençait déjà à flirter avec les radios et tout Voilà. ça. Et comme c'est un mec que je voyais souvent, j'allais souvent dans sa tour, voir lui et Stomy, puisque au final, c'était mon quartier, le 18e, Ok. voilà. Puisque moi, je suis originaire du 93, mais après, je suis arrivé dans le 18e directement. Et donc, eux, ils étaient de la partie nord du 18e, et nous, on était de l'autre côté, Ouais. la Fourche. Donc, Mais nous, on s'entendait bien avec tout le monde. Donc, ok. Voilà. Donc, comment tu l'as vécu, en fait, justement, le fait que ce morceau il soit diffusé, matraqué? C'est quoi? On n'a pas eu le temps de s'en rendre compte parce qu'à ce moment-là, on était sur tout. On était en train de faire Pete Bacardi, on travaillait grave avec Secteur A, on travaillait avec Stomy, on travaillait avec Passy. Tu sais, c'était le moment où on avait un vrai buzz. Donc tout le monde, on travaillait avec Rof, tu vois, on travaillait avec différentes équipes et même des équipes qui se parlaient pas entre elles, tu vois. Après, on a fait Première Classe, on a enchaîné titre sur titre et on plaçait. Après, on a attaqué Sniper, tu vois. Donc vous avez même pas eu le temps de... Non, on s'est dit, on a vu que le titre il commençait à jouer en radio, on était archi content, mais on était déjà sur autre chose. on était dans de gérer ce qui se passait, tu vois. Ouais. On commençait à se dire qu'on avait monté notre société, mais on connaissait rien. Et donc on essayait de s'en sortir plus ou moins parce que je sais quand tu connais rien et que ça commence à fonctionner, tu paniques, et nous on pensait que tout le monde, que les gens ils étaient sympas, tu vois. Mais après on s'est aperçu que le business c'était pas ça, c'était beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu qu'on signe des mauvais contrats, tu vois, pour se rendre compte. Vous avez appris sur le tas. Ouais, exactement. Ok. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, quand t'étais en major, les clips, ça coûtait très cher. Donc, du coup, on te disait, si ton morceau, il passe à la radio, on te fait un clip. Et le morceau de la clinique, il était en rotation maximale et il n'y a jamais eu de clip. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Tu t'es jamais posé la question, t'étais déjà sur d'autres morceaux. Non, en vrai, je sais qu'il y a eu un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais à l'époque, les clips, c'était l'ordre de 100 000 francs, tu vois. Ah, ça coûtait cher. Genre 100 000 francs, c'est comme 100 000 euros maintenant. C'est ça. Tu vois, nous, on pouvait même pas espérer un clip. De toute façon, on passait pas en télé. On en avait rien à foutre. Nous, les gens, il faut qu'ils sachent que quand on a commencé à faire du rap, on n'avait aucune espèce de vision capitaliste. On était là et on voulait décrire un mode de vie et décrire des choses qu'on ressentait et on était en communion sous une musique. C'est ça. Point final. Ouais. Tu vois, moi je m'en rappelle, le premier concert de Public Enemy au Zénith, parce que c'est un truc marquant pour moi. Quand on est arrivé, tout le monde avait des codes et tout le monde se reconnaissait. Et au final, on était 4 ou 5 000, mais tout le monde savait qui était qui. Ouais. Parce que le milieu était petit. Et ouais, parce que dès que tu faisais du rap, tout le monde savait avec quelle équipe, tu vois. C'était vraiment un village. C'est ça. Je vois très bien. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs, pour terminer avec Toussaint, est-ce que tu as des souvenirs du morceau, là, c'est en studio, même avant, quand vous proposez le morceau? Ouais. Pire morceau de Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'explique. J'avais mon associé et Eben qui était en garde à vue, qui s'était battu à Rouen, qui avait été enfermé. J'avais pas les bandes. Mais la bagarre, dans la bagarre qu'il y a eu, donc il y avait eu dans la même soirée, il y avait une bagarre, il s'était battu avec des gens et genre 1 heure après, il y avait un mec qui s'était fait assassiner et donc eux ils avaient fait un amalgame et ils pensaient que et donc eux carrément j'avais un avocat qui me disait oui mais ils disent que mais je dis enfin tu vois à l'époque on pouvait même pas communiquer donc moi j'avais qu'un avocat qui me disait ça. J'étais dans une séance studio, il y avait 80 personnes, il y avait tout Gare Charcel, il y avait une embrouille parce qu'il y avait des mecs de Max Dormois qui avaient volé des téléphones et j'étais en train d'essayer de faire comme je peux pour faire une session avec tout le monde qui parlait et moi j'étais en stress. Non, c'était incroyable. Donc, incroyable. C'est dans ce chaos-là que vous avez fait ce morceau. Ouais, c'était un truc de fou. Putain, la dernière fois, j'en reparlais avec Doom.
Je disais, mais comment on s'est sorti de ça? Ouais, en plus, comme les mecs, ils avaient tapé le téléphone. Les mecs de chez toi, ils s'étaient énervés, ils s'étaient embrouillés, ils avaient dégagé les mecs du studio, ils étaient en panique, il y avait des pits, non, laisse tomber. C'était Menace to Society. Je ris parce que j'imagine toutes les têtes, en fait. Je vois les têtes. Ouais, il y avait tout. Non, toutes les têtes que tu peux imaginer, elles étaient là. Okay. Et en plus, quand tu les connais, ils sont gentils. Mais quand tu les connais pas et que tu remontes 20 ans ou 30 ans en arrière, ils sont pas du tout sympathiques de vision comme ça. C'est clair. Ouais. Mais tu te rappelles quand Doc Gynéco il est rentré dans la cabine, il a lâché ce couplet incroyable? Ouais, je me rappelle. Quand il sort de cabine, qu'est-ce qui se passe dans le studio? Est-ce que les gens réalisent qu'il vient de faire un classique, le mec? Non. Quand il sort du studio, moi j'étais là, on était en train de galérer sur le... En vrai, c'est lui qui a... Parce qu'on n'avait pas le refrain encore. Et c'est lui qui a fait tout saigne, nanana. C'est lui qui a fait ça. Lui. Ouais, il a pris ça. Mais moi, à l'époque, j'étais un proche de Solar. Je connais Ménélique, tout ça. Ouais. Ça me casse les couilles, frère. Est-ce qu'on précise que tout saigne, c'est un peu des pics lancés à tout baigne de Ménélique. Et moi, en plus, je suis pote avec le frère de Ménélique. Je suis pote avec Ménélique. Je suis pote... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, au début, je pense qu'à ça. Je dis, mais pourquoi tu me fais ça? Je suis tranquille dans ma life. Pourquoi tu... Et puis après, il me dit, mais non, c'est de l'humour, tu vois, tu connais. Mais non, c'est comme ça et tout ça. Bon. Et au final, ben voilà, et on a été au bout de ce refrain. Ok, big up Ménélique au passage et toute la famille. Ouais, big donc, up. Voilà. Ok, donc, ça c'est pour moi, c'est votre première introduction, on va dire, dans le mainstream, parce que le morceau passe sur une radio nationale. Vous travaillez pour énormément de rappeurs derrière. Vraiment, ça passe comme tu l'as dit, de Rof à Sniper à énormément de rappeurs dans tous les styles. Classe. Voilà. Et toutes les familles, même celles qui s'entendent pas, vous arrivez à travailler avec. Ça, c'est cool. En fin d'émission, on reviendra un peu sur... Le réseau, c'était important. Tu vois, c'est clair. Ouais. On reviendra un peu sur ces artistes-là. Je te poserai des petites questions sur chaque artiste. Enfin, pas chaque artiste parce qu'il y en a beaucoup. Mais du coup, je saute un peu dans la chronologie pour arriver jusqu'à Diams. Ouais. J'aimerais qu'on parle de Diams parce que Diams, on est en 2020, il y a des gens qui font comme si elle avait jamais existé, mais c'est un raz-de-marée, c'est un truc de fou, cette histoire. Ouais, c'était incroyable. Vous, à quel moment vous rentrez dans sa carrière? Ben, c'est... En réalité, Diams, on la croise quand on est au studio Black Door. Et donc le fameux studio Black Door, qui est un studio légendaire du rap. De fou. Et donc un jour, Black Door, il faisait une compilation où des rappeurs reprenaient des classiques de chansons françaises. Je me souviens. Et elle l'avait posé un titre qui s'appelle Saïd et Mohamed. J'invite les gens à aller googler ce titre, Diams, Saïd et Mohamed, qui était une reprise de Cabrel. Ouais. Et nous, on voit ça, on pète un câble. Mais littéralement. Okay. Et donc, on faisait une compile à cette époque qui s'appelle Mission Suicide. Ok. Et instantanément, on l'invite, on crée du lien. À l'époque, on était vraiment les mecs, tu sais, on était les beatmakers du moment. On était les mecs hype. Et donc, au final, on commence à faire des sons. On fait 3 sons pour elle. Ça se passe super bien. Et après, elle nous invite à dîner, elle nous demande de la produire. Voilà. Elle nous fait une vraie demande et tout. C'était trop bien. mais on est à quel moment de sa carrière? C'est sur Brut de Femme? Non, ouais, Brut de Femme. C'est déjà sorti ou vous avez produit? Ouais, on a produit. Okay. Mais après, elle nous dit, là, voilà. Pour mon prochain album. Je veux que vous fassiez tout, vous produisiez tout. Voilà, je veux que ça soit vous. Alors, qu'on resitue le contexte, Brut de Femme, déjà, c'est son premier album qui fonctionne. Celui où il y a DJ. Ouais, il y avait Premier Mandat avant. Voilà. Et nous, on arrive à Brut de Femme. Premier Mandat, c'était rien à voir. Mais même s'il y a des gros titres. Il y a des gros morceaux, mais elle avait pas connu le succès commercial. Non. Sur le deuxième Brut de Femme, succès commercial. Vous avez fait 3 titres dedans. Ouais. Et après ça, donc Diams, c'est déjà une mini-star. Parce que cet album, il a fonctionné. Ça commence, mais pareil, t'as vu, c'était une fille blanche dans le rap. Qui a fait son single un peu radio pour la première fois. Qui avait fait. Et à l'époque, on était en train de critiquer. Qui avait aussi fait, comment ça s'appelle,
À l'époque, la Star Academy, c'était la première à être passée à la Starac. Ouais, Et c'est ça vrai. a été mal vu. Mhm. Je sais pas, bon, tout le monde critiquait à l'époque l'ouverture parce qu'on était Ouais. dans un truc plus underground et tout. Mhm. Mais nous, on était déjà... Enfin, moi, perso, Mhm. j'étais déjà là-dedans, moi. J'étais Ok. que dans l'ouverture, j'étais que là-dedans. Ok. Ma style était beaucoup plus underground et Ouais. beaucoup plus authentique que moi. Ok. Quand je te parle dans la vision du rap. Ouais, je vois. J'étais déjà, moi, dans l'ouverture, j'allais en boîte beaucoup, j'ai écouté les sons de boîte, tu vois, j'étais dans un truc où je me disais, il faut que le rap français, à un moment, il fasse danser. Ouais. J'étais dans ce constat-là, mais Ok. c'est très difficile de faire danser le rap et d'avoir le respect à cette époque. C'est clair. Ouais. Maintenant, tu me dis, Diams, ça vous dit, voilà, pour mon prochain album, j'aimerais que vous occupiez tout, que vous produisiez tout. Mm. Est-ce que déjà, vous vous dites, OK, ce qui s'est passé avec Brut de Femme, qui est déjà un succès, nous, on va faire mieux. Est-ce que vous vous dites ça déjà? Non, OK. non. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi l'état d'esprit? Bah, en réalité, on parlait, on avait on a une relation quasi fraternelle avec elle. OK. Voilà, c'est comme notre petite sœur. Voilà, Mhm. on a des liens de dingue et tout. Mhm. Et elle arrive et tout le temps, Mélanie, elle nous faisait écouter des morceaux de pop. Moi, j'ai découvert Coldplay grâce à elle. J'ai Ok. découvert Imogène. Tu vois, celle qui faisait les voix là, Imogène. Putain, je me rappelle plus de son nom, mais bon, j'ai découvert Sia grâce à Diams. OK. J'ai découvert vraiment toute la pop anglaise, la bonne pop américaine par Mhm. elle. OK. Elle écoutait beaucoup de ça. Ok. Et donc, nous, on était déjà pour faire de l'ouverture et de la vraie musique. Ça nous frustrait parce que tout le monde nous voyait comme des rappeurs, des beatmakers. Ouais. C'était insupportable à l'époque. On était déjà dans le truc de vouloir faire de la musique. OK. Et un jour, on discute avec elle et on lui dit, mais tu vois, tout ce truc-là, pop et tout, bah, il faut l'assumer parce que c'est ça ton truc. On avait fait le piano-voix Vénus, Ouais. voilà, qui était le premier piano-voix, un des premiers piano-voix rap français. Mhm. Elle avait osé le faire et les gens, ils avaient surkiffé. Ouais, Nous, on t'es avait bien, ce archi morceau. kiffé. Et donc, on s'est dit, ouais, l'acoustique, ça marche grave avec elle. Et on est parti dans un truc de fusionner le côté pop avec, avec le côté rap. OK. Mais on voulait le faire bien. Mhm. Et voilà. Et donc, on fait ça. Et comme on a les moyens, comme on avait eu un petit succès avant, il y avait un léger succès qui avait quand même bien fonctionné, Ouais. on fait venir le mixeur de Chronique 2001 qui vient nous accompagner dans le mix de cet album. Ah ouais. Ouais, on s'était fait pareil, un kiff. On était vachement sur les trucs américains. Uh-huh. Puis tu vois, il y avait une compète à l'époque. Les NTM, ils ramenaient voilà les producteurs Ouais. qui arrivent, voilà Ouais, les mixeurs, ils allaient à New York. C'est vrai. Ah, on était jaloux un peu. Ça faisait On était plaisir. jaloux. Ça faisait plaisir. Vous Ouais, avez ouais. contre-attaqué. Ouais. OK. Et donc, il y a à l'époque Alliance Ethnique, ils avaient ramené Bob Power qui Mhm. produisait Tribe Called Tribe Quest, Called Quest. qui est pour moi un des plus grands ingés de tous les temps. Mhm. Et donc, nous, on a pris Richard Seagal, qui était le mixeur de Chronique 2001, qui était l'album qui nous avait totalement bouleversé, Masta et moi. Le son était fou. C'était, tu vois, j'ai eu plusieurs, dans ma carrière, j'ai plusieurs frappes musicales. J'avais la première, c'était Public Enemy. Ouais. Après, c'était Run DMC, Public Enemy. Mhm. Après, il y a eu tout ce qui est arrivé avec Native Tongue, c'est-à-dire qu'il y avait Tribe Called Quest, Mhm. tout ce délire-là de la soul. Mhm. Le son, je trouvais fou. Et après, il y a tout le côté underground de New York, Ouais. Black Moon, Ouais. Mobb Deep, Mhm. Pete Rock, NCL Smooth. Mhm. Tout ça, ça a été des références dans l'évolution du son. Ouais, Tu vois, chacun avait sa touche. Après, il y a eu DJ Premier qui nous a terminé. bien sûr. Mais pour moi, le vrai marquant du mix, Mhm. il y a eu Premier et il y a eu Dr. Dre. Il Ok. arrivait, il faisait sonner comme personne ne sonnait. C'est clair, on reconnaissait Tu le vois, mix. ouais. Et il avait déjà révolutionné avec le G-Funk avant, et là, Ouais. il arrivait avec Une l'orchestral deuxième rap. fois. Tu vois. Une deuxième Et révolution. à ce donc, moment. Dre Mhm. plus Mélanie Pop, on était déjà dans un truc orchestral. C'est ce qu'on voulait faire. Voilà. Ok, donc du coup, je vois le truc. Ouais.
quand l'album sort, c'est joué partout. La boulette, c'est un raz-de-marée, c'est joué partout. Tous les singles qui s'enchaînent derrière, Jeune demoiselle, Recherche un mec mortel, c'est joué de partout. Le morceau avec Vita, j'en parle même pas, c'était la folie, jusqu'à Pascal Obispo, il fait son remix, fait sa version avec Michael Youn, tout ça. Moi, j'étais derrière aussi le remix avec eux. J'imagine bien, on va parler juste après de tout ça, mais tu te rends compte que là, on n'est plus dans Brut de femme, que là, c'est en train de partir très très loin. Alors, regarde, nous, on est enfermés, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, on est enfermés sur un album depuis 3 mois, on travaille comme des dingues. Chaque jour, on nous dit qu'on n'a pas de single, qu'on n'a pas le single, on a des gros titres, mais on n'a pas le single là, on n'a pas ça. Ah ouais. Ouais, attends, je vais te raconter tu veux une anecdote? Je vais te raconter une anecdote. Ça ici. On aime ça. Je vais pas dire le nom parce que je suis quelqu'un de respectueux. Ok. À l'époque, on avait un directeur artistique chez Hostile, Virgin. Déjà, nous, quand on faisait des albums avec Diams, personne ne venait au studio, à part Benjamin Schulvanich, qui venait une fois toutes les 3 semaines. Le reste, il parlait au management et personne ne venait dans le studio. C'est-à-dire Quand que tu dis personne, tu parles de la maison de disques. Non, il venait pas. Le label ne venait pas. Ok. Parce que j'allais dire, j'étais là un jour, je suis passé, mais les amis avaient le droit. Non, tous les rappeurs, tout ça, tout le monde venait. Okay, Youssouf a passé. Ouais. C'était vraiment là, toute la bienveillance, elle venait. Après, le label, nous, Mélanie, elle avait eu une expérience un peu compliquée et douloureuse avec Brut de femme. Et elle voulait sortir de ça, de ce qu'on lui avait dit et tout. Et comme elle avait a eu un petit succès, on était tranquille, on pouvait imposer. Et que nous, à l'époque, on était les beatmakers en vogue, donc tout allait bien. Donc, on fait une écoute. Et donc, on fait écouter. Donc, 3 titres. Les mecs de la maison de disques arrivent. Premier titre, La Boulette. Ok. Et on dit, pour nous, c'est ça notre premier single. C'est incroyable, tu vois. Le mec, il nous dit, non, c'est pas mal, mais il faut en faire un street single en vinyle. Tu te rappelles à l'époque, pour distribuer ça et tout ça. Et ça, mais on le clippe pas. Ça rentrera pas en radio. Ok. On dit rien. On le laisse parler. Deuxième titre avec Vita. C'est trop long. La voix de la chanteuse, horrible. Faut la changer. Oh putain. Et ils ont tout faux. Ça marchera jamais. Oh là là. Ok. Et donc nous on rigole parce que pour nous le titre il était juste il est évident. Ouais, non, il est incroyable. Mais, non, parce que ça ressemblait à rien, mais c'était une dinguerie. Moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai dit ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Single, obligé. Ouais, storytelling. Enfin, tu vois, c'était un vrai délire. Ouf. Et en plus, c'était un concept de meuf. Et donc Mélanie avait fait beaucoup de textes pour les femmes parce que nous, on trouvait que c'était intéressant d'aller chercher ce public qui était justement rejeté par la plupart du rap. Il y avait rien. Voilà. Quand t'étais une meuf, c'était difficile d'écouter du rap à l'époque. Donc, et il nous dit et c'est vraiment trop ciblé femmes. Donc c'est les trois trucs qu'il nous dit. Bah bien sûr, nous on s'en fout, mais on l'aime bien. Hein. Et donc on continue. Et ce qui se passe, c'est que Laurent Bounot et Benjamin viennent pour l'écoute. Et Bounot, il entend La Boulette, il dit on va sur celui-là directement. Direct. Voilà. C'est parti sur ça. Donc du coup, le truc fonctionne. Bon, le pauvre DA, il s'est totalement trompé, mais c'est pas grave, on le salue. Mais le truc fonctionne. Ça arrive. Tout le monde peut se tromper. Mais c'était drôle de dire que si on avait écouté, peut-être si on l'avait écouté, ça aurait été la fin de sa carrière à Diams. Bah ouais, peut-être qu'on aurait, tu vois. Ouais. Mais du coup, le succès énorme, ça, chaque mois c'est pire, de pire en pire. Ouais. Voilà. Chaque semaine. Chaque semaine même. Ouais, chaque semaine. En vrai, la boulette sort et ça rentre partout. En vrai. C'est ça. Partout, énergie, on rentre partout, c'est un raz-de-marée, ça joue dans les boîtes. Et ben là, pour le coup... Parce que là, c'est plus tout saigne, là. Là, on est à un autre niveau. Respect à la clinique et tout, il n'y a pas de problème. On est sur un hit national de malade. Et donc, on se dit, putain, ça nous dépasse, tu vois. Ouais. Et on attend la première semaine. Sauf que nous, on avait eu les chiffres, elle les avait pas eu. Et quand on nous dit qu'on fait 50 000 la première semaine, nous, on sait même pas quoi penser. On se dit, tu vois, c'était des chiffres qui, ça donnait le vertige. C'est clair. C'était énorme à l'époque, ça. Et donc, nous, ça nous propulse
au rang de... Elle, ça la propulse au rang de superstar. Et nous, ça nous propulse au rang de superstar de beatmaker. Enfin, superstar. En gros, genre, les mecs vraiment chauds du moment. On va vous demander de plus en plus de titres, de plus en plus de réals, de plus... D'un côté, oui, et d'un côté, non, parce qu'on perd l'underground à ce moment-là. Ouais. Les mecs, ils disent qu'on a trahi, que... Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Problème du rap Ouais. français. C'est... À partir du moment où on est dans un autre truc, et les mecs, ils nous... Ok, ils sont plus avec nous. Non, et c'est... Voilà, genre, on est passé... genre, on est devenus des... Tu vois, on est devenus des commerciaux, quoi. Ok. Nous, on le vit pas comme ça, tu vois, parce que c'est de la musique pour nous. Ouais. Mais j'avoue, c'est grâce à ça, d'ailleurs, et cette expérience, que la critique ne me touche plus vraiment. Mais toi, je sais, et même par rapport à ce que tu dis depuis le début de l'émission, t'es cohérent, en fait. Je sais. Mais Masta, comment il le prend, ça? Bah, Masta, il le vit bien. Ok. Il le vit bien, parce qu'il était là, qu'il assume tous les titres et tout ça. Mhm. Mais quand même, je sais que lui, au fond, ça l'énerve un peu. Cette injustice de tout de suite, on passe pour les mecs commerciaux, alors que ça fait 10 ans qu'on ramène nos machines, tu vois, qu'on trime et qu'on mérite notre place. Et puis honnêtement, l'album de Diams, on parle dans ma bulle, c'est un album de rap. Hein. Mais oui, mais ça reste un album de rap. À l'époque, on le voyait. Kick. Oui, mais on le voyait pas comme ça à l'époque. Ouais, mais tu vois, ça dépassait, donc on voyait ça comme un album commercial. C'est comme les Solar. Ouais. Solar, il a été critiqué et tout, mais aujourd'hui, tu prends tous les mecs qui écoutaient Solar, même Alliance Ethnique. Ouais. Les gens, ils te disent Respect, c'est un titre classique. C'est clair. Sauf qu'à l'époque, ça n'avait pas été vécu comme ça. Non, c'est vrai. Voilà, il y avait un rejet, tu sais, le côté underground, le Bien côté sûr, protection. Voilà, mais bon, bah, nous, on est dépassés par tout ça. C'est incroyable. Des disques d'or, des prix de SACEM, tu vois, des choses qu'on se dit, putain, on est sur une autre planète, en vrai. Est-ce qu'à ce moment-là, donc après, dans ma bulle, le succès énorme, plus d'1 million d'albums vendus, si je me trompe pas. 1,3 million. Voilà. Est-ce que après ça, vous, dans vos deals avec les maisons de disques, ça change les choses, c'est-à-dire vous augmentez vos tarifs parce que sur votre CV, votre CV il est de plus en plus gonflé. Là, il y a des ventes de disques conséquentes. Est-ce que ça vous ramène à ça? Ouais. Ça nous ramène surtout à ce que tout le monde veut travailler avec nous et qu'on nous propose des labels deals, mais on sait pas ce que c'est. On est, tu vois, et au même moment quand on finit ça, on est aussi sur Tandem qui est en train d'exploser, tu vois. Ok. Et donc, il se passe beaucoup de choses pour nous et comme on a beaucoup de travail, on sait plus vraiment où donner de la tête. Okay. Et nous, pour t'expliquer, à l'époque, on n'avait pas de manager. On a récupéré un manager qu'après 2003-2004. Mais avant, on n'avait pas de manager. On se débrouillait. T'étais déjà un manager, toi. Ouais, mais ce que je veux dire, on faisait nos deals tout seul. Donc, t'imagines, on faisait ça, plus les deals, plus... on connaissait pas bien, tu vois. Ok. Ce qui est plus le cas maintenant. Non, c'est clair. Et comme tu le disais, l'album de Diams, cet album de Diams, c'était la rencontre entre le rap et la pop, on va dire. Du coup, vous avez dû avoir des demandes après le succès, des demandes plus pop, plus variété. On a eu plein de demandes, mais tu vois, Masta et moi, on est des amoureux du rap. Tu vois, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On est des amoureux du rap. Et donc, forcément, on nous proposait des choses, mais ça ne correspondait pas à ce que nous, on voulait faire. Ok. Et nous, on aimait le rap. On aimait sa kick, on était fan de Ideal J, on saignait Arsenic. Tu vois, moi, j'aimais mon album que j'écoutais de fou malade. C'était l'Armada. Et la compile de où il y avait les trucs de Weedy, 6 pieds sous terre, Guet-apens, je crois que ça et le premier album d'Ideal J, c'est les albums que j'ai le plus saigné de ma vie. Ok. Ouais, mais genre quand j'entendais Weedy faire des refrains, quand j'entendais les connexions qu'ils avaient faites et tout, ça me rendait dingue. Ouais, tu vois. Donc j'étais plus là-dedans. Et comme on avait été beaucoup critiqué,
eh ben, on avait peur de refaire encore des trucs à succès. Et donc, Ok. on s'est repositionné sur de l'urbain. Mais Ok. pas de chance. On a commencé à travailler sur Sniper. Le groupe a complètement explosé directement. Ouais, bah ouais. Tu vois, mais dans la foulée, ça arrivait très vite parce que nous, on a enchaîné avec Cynic, on avait Ouais. Tandem, après on a eu Sniper, Mhm. et donc ça, on a eu explosion sur explosion sur explosion. Ouais. Et donc, tu vois, on n'avait pas le temps de se rendre compte, mais Même pas il le temps était en train de se passer trop des choses. réfléchir. Ouais, et on devenait les mecs à avoir sur l'album, les mecs qui faisaient les sons, mais on choisissait avec qui on taffait là. Tu vois, par Ok. exemple, Sniper, c'était un coup de cœur artistique. Ok. J'avais écouté La France. Ouais. Avec Masta, on a dit, mais non, il faut qu'on travaille. C'est du rap, mon Dieu. Ouais. Tu vois, mon C'est Dieu, clair. les couplets de Tunisiano. Tunisiano, oh là là, Ah, folle. même Hackett, les gens, Mhm. parce qu'ils écoutent pas. Mhm. Mais Hackett, c'est trop, frère. Mhm. C'est un vrai rappeur, il a le cœur de, On est d'accord. tu vois. Et pour finir avec Diams, quand Diams elle se dirige vers ce qui va être son dernier album, elle fait son annonce, qu'elle veut arrêter sa carrière et tout ça, comment vous le vivez? Nous, on était au courant. Ok, Elle était venue Elle nous vous- voir. elle vous l'a nous dit a- avant Elle nous a dit. ok, Voilà, elle est venue, on avait été chez elle, elle nous a expliqué. Elle nous a convoqué comme pour la première fois. ok, Elle nous a dit, voilà, ça. Vous en êtes ou pas? Bah ouais, on en est. ok. Point. Après, le truc qui a tué cet album, c'est la photo de Paris Match, Ouais. où elle sort de la mosquée, et parce que quelqu'un avait vendu l'information, Mhm. mais s'il n'y avait pas ça, accessoirement, elle aurait fait son album normalement, et ça a parlé plus que l'album, ça, C'est vrai. tu vois. Et donc, bon, bah, nous, on était sous le feu, mais on faisait de la musique, et on calculait pas, on s'était enfermé dans nos trucs. Mhm. Voilà. Mais si ton ami va pas bien, tu sais, Mhm. parce que, tu vois, il y a des choses que j'ai pas envie de raconter, mais il y a Ouais. des choses qui sont passées. Elle en a parlé dans les titres. Mhm. On l'a vécu de plein fouet. On a eu du mal. On se sentait coupable, mais on n'avait rien fait, mais on se sentait quand même coupable, tu vois. Mhm. Et parce que c'est une machine qui te broie, le succès. Bien sûr. Et à un moment, ben, ta pote, ta petite sœur, elle te dit qu'elle va mieux. Mhm. Ben, le choix, il est vite fait. T'es content? On veut que tu ailles bien. C'est ça. Voilà. Mhm. Ok, ok. Là, on va partir sur un tout autre registre. Tes virages dans l'humour avec Michael Youn, Cyril Hanouna, jusqu'à Sébastien Patoche. Ouais. On va parler de tout ça. Ouais, pas de On va souci. parler d'abord de Michael Youn. Michael Youn, c'est toi qui produis le Frunk. Ouais. Ok, avec Masta Avec Masta et un Et- autre mec. Et et Faf Larage qui écrit le texte. Faf et Eben. Et Ben aussi sur le texte. Ouais, Ok, Voilà, les deux. ok. C'est ça le premier morceau que vous faites pour Michael Youn, le premier boulot. Ouais, le premier boulot qu'on fait pour Michael Youn, c'est ça. Mais de base, la réalité, c'est que La Beuh, c'est moi qui ai écrit le film. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, Ok. j'ai écrit le film avec Philippe de Chauvron, qui a réalisé, qui est un grand réalisateur, Mhm. qui a fait le film, là, tu sais, avec 4 ethnies qui se marient et qui avait fait 12 millions d'entrées. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Ah, Dieu? qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà. Et donc, Philippe, c'était mon pote. Et j'avais cette idée de Beuh, de faire un film sur la bœuf, parce que Mhm. j'avais vu un film américain sur l'herbe, et ça m'a fait grave rire. Ok. Et je me suis dit, depuis les frères Pétard, il n'y a rien eu. Mhm. Et donc, dans mes trucs annexes, parce que j'aime bien faire beaucoup de choses, Ouais, moi, j'étais parti écrire ce film. ok. Voilà. Et je lui ai parlé de l'idée, il a kiffé. Il a appelé un pote à lui qui s'appelle Guy Laurent, on a écrit le film à 3. Et eux, ils avaient des entrées à pâté, parce que lui, il avait fait le film Les Parasites, Ok. qui a été un gros succès d'estime, mais Mhm. qui n'a pas marché au cinéma. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que les mecs, Mickaël avait joué, donc avait pété un câble sur le titre que j'avais fait avec Dadou et Eben, Les Ripoux. Ok. Voilà. Gomez. Il avait joué, ça c'était pareil, un autre tube Gomez qu'on Tavares. n'avait pas vu venir, c'était Ouais. une connerie, tu vois. Et donc, il avait pété un câble là-dessus. Et donc, nous, on s'était rencontrés avec ça. Je l'avais remercié, j'ai eu son téléphone, j'avais dit, et pareil, le réseau. Après, j'avais parlé, donc je l'avais rencontré, j'avais été là-bas, j'avais été les voir en morning, j'étais bien proche de Vincent, de toute leur équipe. Mhm. Et donc, quand je fais le film, je leur propose, et à la base, nous, on voulait que ça soit Fred Sorel et Pascal Elbé, qui étaient nos potes
tu sais, notre groupe de comédiens qui étaient avec nous, mais à l'époque, ils n'étaient pas connus. Ok. Et là, les gars, nous, on est en réunion et ils me disent, ouais, mais je lui dis, pourquoi pas Michael Youn? Et là, le mec, il me dit, je le connais, tout ça, et il l'appelle. Ok. Et donc, au final, on se retrouve avec ça. Mhm. Philippe voulait réaliser le film, il se fait dégager. Il y a le frère de Vincent, François, Mhm. et son binôme qui arrive et qui se mettent sur la réal du film. Et donc, le film est mis en bringue. Et comme j'étais le seul à faire de la musique, lui, il voulait faire ça et que moi, j'avais ça. Il a dit, écoute, viens, fais le titre avec nous. Ok. J'ai besoin d'un mec pour ça. Donc, j'ai ramené Faf, Mhm. parce que Faf, c'est le meilleur là-dedans. Et donc, Là, c'est le on plus. s'est mis, on a fait une session et on a fait le frunk. Ok. Voilà. Morceau numéro 1, je me rappelle. 1 million de singles vendus. C'était Sur un truc où on c'était la pensait que c'était folie. une blague sans fin. AB, Ouais, AB. Alphonse Brown. Ouais. Ok. Dodo. Ouais. Et du coup, après ça, vous bossez sur plein de choses avec Michael Youn. Ouais, disons qu'après, moi, je crée un lien, un vrai lien affectif avec lui Mhm. et on fait plein de trucs ensemble. Voilà. Ok. On fait plein de Donc trucs. il y a d'autres films. T'apparais dans des films. J'apparais dans des films. C'est mon pote. Ok. Tu vois. Et pareil, après, j'ai l'idée des 11 commandements. Ouais. Pareil, Ah, c'est toi aussi qui c'est- es à l'écriture. C'est moi, mon idée. C'est Ok. le concept, tout ça, c'est moi. Ok. Voilà. Et donc, tu pourras lire que c'est sur une idée originale d'Hichem Bonnefoy. Ok. Et donc, voilà. Donc, ça, ils me disent, viens. Et comme moi, tu as vu, les gens, ils peuvent pas comprendre à cette époque-là. Je suis producteur, je gagne de l'argent. Pourquoi je me retrouve à aller faire un film avec Michael Youn et tout? Mhm. Et parce que les gens, ils sont pas à ma place dans ma tête. Mais Ouais. moi, comment je pense? Je me dis, dans ma vie, un jour, mes enfants, ils verront. Et je me suis dit, je leur dirai, tu vois, moi, j'ai été acteur dans un film qui est sorti au cinéma. Voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut le faire. Je sais pas à quoi C'est ça comme ressemble. ça que t'as réfléchi, c'est Ouais, pour ça que tu l'as j'ai fait. dit, Ok. je m'en fous. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire en vrai? Et tout le truc du rap, le milieu du rap, ouais, c'est pas bien, faut pas faire ça. Je t'ai dit, T'en avais les critiques, rien elles à m'ont foutre. touché au début. Ok. Et après, je m'en suis toujours foutu. Ok. Voilà. Ça veut dire que tu peux pas. Oui, bien sûr, tu as des critiques constructives et tout ça, mais la plupart du temps, les critiques, elles sont pas constructives. Ça alterne en rien ton talent et, Ouais. et la finalité. Mes choix sont synonymes de succès. Ouais. Donc, qu'est-ce que. Il y a rien à dire là-dessus. Ouais. Voilà. Moi, je parle. Je suis un mec assez pragmatique. Mhm. Je parle de. C'est-à-dire, je parle en termes de résultats. Tu Mhm. vois, c'est les stats qui parlent. Ok. Le Barça, t'aimes bien parce qu'ils ont des vrais stats. Ouais. Bayern, t'aimes bien parce Ouais. qu'ils ont des vrais stats. Mhm. Tu peux pas les critiquer. Ouais. Bon, moi, je parle de la même chose. Mhm. Quoi que je fasse, j'ai mes stats. Tu me juges sur mes stats. Ok. Le reste, après, on peut parler, mais c'est pas parce que je fais du rap que j'ai pas le droit d'aller faire le con Mhm. avec mes potes dans un film. Qu'est-ce qu'il y a Personne n'a empêché Ice Cube d'aller faire Friday. C'est clair. Tu comprends? Mhm. Mais c'est que nous, on a une mentalité, la mentalité française, elle est particulière. C'est clair. Tu vois, tu peux pas faire plusieurs choses et tout ça. Moi, écoute, je suis doué dans plusieurs choses. Je sais écrire, je sais faire des conneries. Et donc, j'avais envie de m'amuser et j'ai qu'une vie. Et j'ai pas de compte à rendre aux gens sur ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est clair. Et au niveau du cinéma, t'as d'autres projets comme ça, comme Ouais, t'as déjà écrit, on a fait Gomez et Tavares, qu'on Ouais, avait, c'est vrai. qu'on avait vendu, parce que c'était notre idée. bien sûr. Et après, j'ai travaillé, j'ai une boîte avec Jean Rachid Mhm. de ciné. Ok. Mais je développe plein de trucs comme ça. Ok. Voilà, je suis en train de développer une série télé que j'ai écrite avec des amis. Cool. Et parce que je te dis, j'aime bien écrire. Ok. J'ai écrit 2 films. J'avais été embauché par la boîte d'Arthur en scénariste sur un film qui est jamais sorti parce que il se sont embrouillés avec ses associés. Ok. J'avais travaillé pour plein de gens. Et puis à un moment, je suis reparti dans la musique et j'ai laissé ça de côté, tu vois. Ok. Mais du coup, t'es vacciné, comme t'as dit, les critiques, tu t'en fous, ça te touche plus. Non, c'est que passer un... Bon, aujourd'hui, tu vois, critique de quoi? Ça veut dire, qui peut me critiquer? Je veux dire, comme je te dis, j'ai mes stats. Et Oui, c'est d'accord. difficile, et j'ai des bonnes stats. Je suis plutôt un bon Ah. joueur. Donc, pour me critiquer, il faut qu'au moins tu aies les mêmes stats. C'est clair. Tu vois, c'est juste ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, tu peux critiquer les choses. Une fois, je me rappelle,
Écoute, bah, tu veux une anecdote incroyable, je vais t'en raconter une. Dis-moi. Une fois, j'étais dans une boîte de nuit. J'étais en train de parler avec un mec. Mhm. Et c'était un mec du rap à l'époque et tout ça. Et j'étais avec Masta. Parce que c'est une anecdote en deux temps. Ok. Donc le mec était en train de me dire, tu vois, à votre place, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Ok. Et moi, je lui regarde, je lui dis, mais gros, je viens de vendre 1 million d'albums. Sois content pour moi. Mais si j'avais fait ce que tu me dis, peut-être j'aurais jamais vendu 1 million d'albums. C'est clair. Oui, mais ok, j'aurais été moins critiqué, mais j'aurais pas vendu 1 million d'albums. C'est clair. Est-ce que toi, tu l'as fait dans ta carrière? Non. Est-ce que tu le feras une fois dans ta vie? Non. Bah voilà, on en Ok. est là. Mhm. Et donc, 5 minutes après, Mhm. donc on est posé dans cette boîte de nuit et on voit un mec qui arrive avec plein de meufs. Ok. Et tout, il se pose et tout. Et on regarde, il commande champagne et tout. Mhm. Et nous, on demande, on demande à une des meufs, c'est qui? Ouais, c'est le producteur de Jams. Et donc, Masta et moi, on se lève. Et t'as vu, nous, on est des brancheurs. On s'assoit à côté du mec et on lui dit, frère, nous, on commence dans le rap. Tu peux nous dire, c'est vrai que t'es producteur de Jams? Ouais, je suis producteur de Jams. Bravo, incroyable album et tout. On peut te poser quelques questions? Ouais. Comment tu l'as rencontré? Et le mec, pendant 30 minutes, nous a raconté comment il avait enregistré les albums de Jams, comment il avait produit les albums de Jams, comment il avait rencontré Jams, comment il l'a dirigé en studio. Et nous, on est partis se rasseoir et on l'a regardé, on a souri. Et voilà, on l'a laissé dans son délire. Magnifique. Ouais. Et donc, ça Incroyable. veut dire que il y a quelqu'un qui se prenait pour vous, en fait. Ah, pour moi, briller. Je peux rien dire. Ouais, Et je l'ai fait à Jimmy J pendant 2-3 ans. Ouais. Donc, je C'est pouvais vrai. que me taire. Je me suis dit, t'es un bon frère. Et en plus, il était accompagné de meufs. Je dis, t'es un bon. Non, mais moi, je me mets plus à la place de ce mec qui a dit, ouais, vous aurez pas dû faire ça, moi, j'aurais pas fait ça à votre place et Ah tout ouais. ça. Ce que je veux dire, c'est que, à ce moment-là, il y a des gens qui se prennent pour vous. Enfin, il y a quelqu'un qui se prend pour vous, en fait. Pas pour nous, en vrai. C'est un mec, c'est un truc connu. Et donc, il y a quelqu'un qui prend cette place, tu vois, Bien pour sûr. sûrement rentrer en boîte. Pour... Bien sûr. Mais au final, c'est vous. C'est vous, producteur de Diam, c'est Ouais, vous. ouais. Donc, Et- ce mec-là, il se fait passer pour vous. Donc, Ouais. non seulement vous avez vendu 1 million d'albums, mais il y a un être humain qui se prend pour vous. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment, c'est une victoire. À un moment, tu peux plus dire, ouais, j'aurais pas fait ça. Et c'est pour ça. J'aurais fait ça, moi. Et c'est pour ça que quand on est revenu à la table et tout, on l'a regardé, on lui a fait, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, les gens, ils se rendent pas compte de ce que tu vis quand t'es... Parce que Ouais. plus t'as de succès, plus t'es face au vent qui souffle. Mhm. Et plus... moi, par exemple, j'ai un tempérament, tu vois, j'ai fait des trucs, tu vois, j'ai fait des films, j'ai fait ça, mais je suis pas un tempérament à me mettre en avant. Ouais. Je vais pas dans les clips de mes artistes, Ouais. c'est pas dans ma nature, tu vois. Ok. Je l'ai fait pour faire plaisir des fois ou parce que je déconne, mais Mhm. c'est pas dans ma nature Ok. première. J'aime bien être derrière, rester dans mon truc, Mhm. tu vois. Tu me vois. La seule fois où là j'étais par exemple dans un clip, c'est parce que So il m'a dit oui le jour de la signature, faut que tu sois dans le clip, non, je comprends pas, non, Ouais. tu vois. Mais j'ai pas ce truc là. Ok. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'être tranquille avec mes artistes parce que jamais ils sentent que Tu veux je prendre leur la laisse leur place place. ou, ouais. Exactement. Ok. Mais donc, il y a Cyril Hanouna. Ça, comme je disais, t'es vacciné, c'est rien. Tu vas sur TPMP, t'es le nouveau DJ, tu déconnes, tout ça, tu t'en fous Non, totalement. non, en vrai, je m'en tape pareil. tu Ça arrive vois. comment? Ben, je suis là, Mhm. j'ai fait mes trucs. C'est un moment où Masta m'a dit qu'il arrête la musique. Je me demandais si j'allais arrêter la musique. Mhm. Je vais J'ai un coup de fil de Hanouna qui m'appelle parce que je le connaissais depuis longtemps. Mhm. Il me dit, ouais, j'ai besoin d'un DJ pour faire pour mon émission et tout. Et moi, j'aimais bien l'émission, tu vois. Ok. Et je me dis, bon, écoute, pourquoi pas? Et je vais le rencontrer. Il me dit, ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est un DJ gaffeur, c'est un rôle, tout ça. Mhm. Je me dis, ben écoute, pareil que pour le cinéma, je me dis, putain, être dans un show télé pendant 6 mois, 1 an, un show numéro 1, Ouais. pourquoi pas? J'y vais. Mais en vrai, j'avais une arrière-pensée. Et je me suis dit, je connais pas le milieu de la télé. Mhm. J'ai pas le réseau de le milieu de la télé.
surtout, ça va me faciliter pour ma carte producteur parce que là, je parlerai en direct avec les grands pontes et c'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai rencontré tous les gens de la télé. Ah. J'étais dans une émission média, il y avait tout le monde, ça m'a permis de rencontrer tout le monde, d'être en place et d'avoir un réseau. Et donc, au final, je me suis dit, j'ai bien fait de le faire. Voilà, encore le réseau, toujours le réseau. Ouais, mais il faut être honnête, c'est important. Super important. C'est important de pouvoir appeler des gens pour et surtout dans nos métiers à nous, tu vois. Et après, il y a beaucoup de gens qui l'économie d'Hanouna, c'est déjà bien payé. Et derrière, moi, je faisais tous les week-ends des clubs remplis. Grâce à l'émission. Ah ouais. Magnifique. Ouais. T'étais booké. Ouais, j'étais en club avec les chroniqueurs. Ok. Tu vois. Et donc, moi, je voyais que c'était tout bénef, tu vois. C'est clair. Mais dans ma tête, je m'étais fixé que je voulais pas faire, de toute façon, plus d'un an. Je me suis dit, je vais au bout de ça. Ouais. Après, tu vois, aller tous les jours dans une émission où tu sais pas ce qui va se passer, où tu peux te perdre. où tu peux finir déguisé, je sais pas quoi et tout. Ouais, c'est bien pour l'ego. T'apprends. Ouais. Mais bon, en tout cas, expérience intéressante. Et Sébastien Patoche, ça arrive comment? Parce que ça part de cette émission-là, on voit, il chante le truc. Comment ça arrive? Eh ben, Sébastien Patoche. Voilà. Souvent, tu vois, quand je te parle de stats, il y a une chose pour comprendre ma façon de penser, il faut une chose soit claire pour tout le monde. On est tous des beaufs au fond de nous. Tous. Okay. Moi, j'ai adoré ce morceau. Je peux pas te dire non. Quand je te dis on est tous des beaufs au fond de nous, c'est que quand on va à Noël chez la famille de sa meuf ou la famille et qu'ils écoutent des musiques, c'est des musiques de beaufs. Les musiques ringardes dans les karaokés qu'on aime chanter, c'est des musiques de beaufs. Dans les mariages, quand on danse et on s'amuse, c'est des musiques de beaufs. On est entouré de musiques de beaufs. Nous, que ça soit Rebeu, Renoir, qui tu veux, on a grandi avec la beauf attitude. C'est le patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Beauf et pas beauf. Autant des bonnes chansons que autant des chansons pourries. Bien sûr. Tu vois, que tu peux chantonner, que tu peux chantonner à tue-tête. Regarde, on n'a qu'à voir aujourd'hui que ça soit Jul, Naps, Huss, ça remixe à mort les chansons des années 80, des chansons de beauf. Mais parce que c'est les chansons qui nous ont bercés. C'est le patrimoine. Voilà. Donc, quand on a mis ça en place, qu'on est tous des beaufs au fond de nous, voilà, qui que ce soit, même le plus underground, il va dans le mariage de sa sœur, il y aura des chansons beaufs et il dansera s'il est bourré. Tu vois? C'est clair. Donc un jour, je vois le sketch de Cartman. Je vois le sketch et je me dis, mais quelle dinguerie! Et j'appelle Hanouna, j'appelle Cartman, je lui dis, Cartman, je veux faire le titre et je veux faire un album de ça. Et il rigole. Il me dit, mais c'est un sketch, gros. Je lui dis, non, c'est un tube. Donc, tu as eu la vision. Dès que tu as vu le sketch, tu l'as vu en musique, tu l'as vu en... Tu peux demander à Cartman. Ok. Je l'ai appelé et je lui dis, je veux faire ce truc. Ok. Après, j'appelle... Donc, il me dit, ouais, mais il y a Hanouna, ça. J'appelle Hanouna et je lui dis, ouais, je veux faire le titre, tout ça. Il se fout de moi, il rigole, il fait, mais t'es sérieux, tout ça? Je dis, ouais, allez, vas-y. Ah, même Cyril Hanouna, il a pas senti, il a pas vu le truc? Si, mais en vrai, lui, Cyril, c'est un mec, c'est tout pour son émission. Ok. Ça plaît aux gens, ça marche, ouais, on va essayer. Mais de là à faire un album, de voir tout le concept, de partir... C'est pas son métier en même temps. Ouais, mais attention, il avait la vision déjà. Okay. Regarde, ici, il rigolait parce que c'est son délire. Okay. Mais il aurait jamais pensé ce qu'on allait faire après de ça. Donc, je récupère le titre, on tombe d'accord. Je fais un clip où on parodie Birdline, ouais, de Robin Thicke. On se dit, ouais, c'est marrant, on prend le truc le plus hype du moment et on le sabote. Et je tire mon titre en distrib, tout seul. Et je tire le titre tout seul, on tire en distrib, je dis vas-y, c'est pas grave, je le mets chez Bédiv. Et on tire, à midi on m'appelle, on me dit c'est numéro 1 devant Daft Punk, ça c'était c'est fou, incroyable. Non mais Daft Punk, le retour, Get Lucky, Pharrell Williams, Chic, c'est numéro 1 partout dans le monde.
sauf en France. Incroyable. Il y a Sébastien Patoche qui est au-dessus. Ouais, grave. Et là, c'est tous les médias qui commencent à s'emparer du truc. C'est toute la guerre des bobos qui commence à pointer du doigt et tout. Et à ce moment-là, on me dit, mais parce que les mecs, personne ne croyait en ce truc-là, à part nous, l'équipe, Cyril, tout ça. Et on me dit, mais comment, ton positionnement, c'est quoi? Je lui dis, est-ce que vous savez quelle est la chanson la plus vendue de l'histoire de la musique française? Bonne question. Le single le plus vendu. Bonne question. Si tu réponds à ça, tu sauras pourquoi j'ai fait cette chanson. Licence 4. Non, Non. presque. C'est La Danse des Canards. La danse des 4 canards. millions de singles. Ok. Donc, on a forcément un espace de travail chez les beaufs très, sûr. très large. Bien sûr. Voilà. Et en même temps, c'est devenu l'hymne des Féréas. C'est devenu dans le sud-ouest, dans les boîtes de nuit. On a été charté dans les clubs. Incroyable. Moi, j'ai kiffé. On a Yakasté. J'ai kiffé comme un gamin ce morceau. On a fait un remix électro pointu. On est parti dans tous les sens et le titre ne bougeait pas. Il était numéro 1. Alors, t'imagines dans l'émission. En plus, c'est une émission média où chaque soir, quand Cyril, il y a un truc qui marche, alors là, il t'en met dans tous les sens. Il matraque. Mais ouais. Donc, au final, c'est même, on n'avait pas besoin de radio. Et pour te dire, à ce moment-là, t'as Bouno qui m'appelle, il me dit, je suis à 2 doigts de le rentrer pour les faire chier. Et moi, je lui dis, s'il te plaît, non, tu vas pas faire ça quand même. Il me dit, tu vas pas le rentrer. Là, Non, ça me fait trop. mal. Là, C'était c'est trop. trop. Il m'a dit, je sais pas. Et il s'est tâté. Hein. Ok. Si un jour tu le reçois, tu peux lui demander. Et moi, j'étais en panique. Je me dis, merde. Ok. Ah, c'est trop. Ils vont trop m'en vouloir, là. Ça y est, il faut que ça s'arrête. Et donc, après, j'ai fait l'album Ok. En distrib toujours. en coex Ok. chez Universal. Ok. Et on en a vendu 200 000. Ah ouais, quand même. Et ouais, Ok. tu vois. Et les gens, ils rigolaient. Mais on a vendu 200 000 putains d'albums. C'est fou. Ouais. Mais tu vois, tous ces trucs-là, depuis le début de l'émission, tu parles de faire ton réseau. On sent que plus tu avances dans ta carrière, plus ton réseau est grossi. Tes stats, comme tu dis, t'as beaucoup de succès. À un moment, il y avait un truc qui planait dans le milieu du rap. Hein, je parle dans le milieu du rap. On te voyait un peu comme un Illuminati du rap. Quand je dis Illuminati, pas au sens propre, mais genre, c'est lui qui tire les ficelles, il dirige tout. Ça arrive à tes oreilles, ça? Ouais. Ouais. Tu penses quoi de tout ça? Moi, mais je pense pas de tout ça, tu sais, le fantasme du contrôle, c'est faux. C'est faux. Parce que tu pourrais le dire aujourd'hui de plein de rappeurs qui sont très influents. Mhm. Mais le truc, c'est que tu dois trouver une explication hors de mon talent parce que c'est le but de dénigrer une personne. Ouais. Mais si tu regardes bien, j'ai charbonné pour ça. C'est clair? Moi, je le sais, en tout cas. C'est une vision. Mhm. D'aller sur un patoche, c'est une vision. Ou Mhm. d'aller... C'est clair. ou de monter sur un truc avec Michael Youn, c'est une vision à un moment précis. Ou de partir sur Tandem en Indé, c'est une vision. Mhm. Tu vois, par exemple, sur Tandem, on avait l'idée de la pochette et de mettre le 9-3 en bâtiment et tout ça. C'est une idée que j'ai eue parce qu'on avait le truc. Et je lui ai dit, mais non, les mecs, venez, on met pas de visage. On met le 93, on va récupérer tout notre département. Ouais. Et So, il me dit, c'est ça. T'as raison. Ouais, Tailleur. Hein. So, ouais, tailleur. ouais. Il me dit, c'est ça. Mhm. Et Mackenzie, pareil. Parce qu'il pense en 9-3. Ouais. Et en vrai, tu vois, il y a des départements, ils sont spécifiques. Le 93, c'est une mentalité bizarre. C'est clair. On a grandi dans cette mentalité. Mhm. Et le 9-3, c'est plus fort que même le visage. Que la ville vois, même. ouais. C'est un des rares départements où, tu vois, moi, je suis de Sarcelles, 95, on crie pas 95. Non. Nous, on crie Sarcelles. 9-3. Et 9-3, c'est 9-3. Et ouais, et avant ta ville. Exactement. Et depuis, NTM avait instauré ça. Ouais. Tu vois, et il y avait plus de groupes depuis NTM, donc c'était déserté et tous les rappeurs étaient en train d'exploser de partout. Il y avait l'hégémonie du 95 avec le Secteur A qui était le Death Row français, tu vois. C'est ça. Il y avait le Booba dans le 9-2 qui était avec Lunatic, qui était en place. Et t'as vu, il y avait tout ça et le 93, il y avait même pas encore Sefiu qui est arrivé. Il y a eu un gros après. trou. C'est vrai Ouais, qu'après NTM, il y a eu un passage à Et vide. donc, nous, on s'est dit, c'est le moment, en vrai. Ok. Il faut autant faire ça. On a Mais ce que récupéré tu dis, ça. c'est vrai, hein. J'ai vu plein de gens du 93 hardcore, on dirait que ça sortait de leur ville, alors que c'était pas leur ville. Et surtout, je veux te dire, c'est un truc, on peut en parler aujourd'hui, mais quand ils ont fait Pour ceux, le 9-4, on avait le seum. Ils ont tout mis, les motos,
Ils ont rappé de fou, ils ont fait un titre de dingue, condensé de tout. un clip, il y avait tout. C'est vrai. On n'en pouvait plus. C'est Le vrai. 93, on s'est dit comment ça? C'est vrai. On est le département du charbon, ils nous ont donné non, C'est faut vrai. qu'on soit plus hardcore. Voilà, tu vois. Ok, il y a eu quand même mais ce mais truc, c'est eux là, c'est pour la ceux- motivation. Non, bah, chacun Ah, free, ça a trop, motivé, trop, ça a motivé. trop. Je vois. Voilà. Ok, donc toi, donc ça arrive à tes oreilles ce truc un peu de mec qui tient les manettes et tout ça, mais tu t'en fous. Et c'est normal. Mhm. Mais c'est normal, regarde. Je fais plein de trucs et les trucs que je fais, ça fonctionne. Ouais. Mais tu vois, pareil, le principe de dénigrement, c'est on peut pas se dire, ouais, le mec, bah peut-être il est malin ou peut-être il est Fort. tu vois, ouais, fort. Mais bon, après c'est pas à moi de le dire, mais tu vois, mais peut-être il a été là, il s'est positionné là, il a fait ça, il a observé, Mhm. tu vois. Non, on préfère de dire que moi je fais partie d'un réseau de francs-maçons, de je ne sais quoi. Mais c'est bien. Moi, t'as vu, je réponds pas à ça. Ouais. Je laisse le fantasme des gens. Ok. Tu vois. C'est comme aujourd'hui, Mhm. Gims on dit qu'il fait partie d'une fratrie diabolique, etc., Ouais, etc. Mais non, juste le mec, fait fait des des hits. putains de tubes sur tubes sur Ouais. tubes. Juste reconnais ça, tu C'est vois. clair, c'est clair. Et donc, à chaque époque, tu vois, à chaque époque, c'est diable qu'on monte du doigt. Oui, Ouais. mais à un moment, oui, il y avait ça, qu'on était implanté, qu'on connaissait, tu vois. Ok. Mais après, moi, j'ai charbonné, je sortais, j'ai faisais du réseau, je parlais aux gens, Mhm. tu vois. Nous, regarde, au bain, tout était possible. Mais, tu vois, comme je te dis, Mhm. moi, Donc les bains-douches, une boîte de nuit ouais, les parisienne bains-douches, célèbre. voilà, nous, on était des mecs sans... on n'avait aucune honte. Tu vois, quand je te dis on est des mecs y du allez. 9-3 et tout ça, on n'a aucune honte. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, Sofiane, je me reconnais beaucoup parce que lui aussi, Ah, lui, il fonce, c'est un il fonceur. fonce. Tu vois, nous, par Je exemple, confirme. je peux te raconter une anecdote. J'étais avec Masta, on était avec un mec qui s'appelle Gravity, qui était un des rappeurs de Cash Crew. On Ouais. était à Londres. Mhm. J'étais avec Eben. Mhm. On était parti faire un titre avec eux et on voulait aller dans une boîte de nuit. Ils nous ont bloqués à l'entrée de la boîte de nuit. Mhm. Mais est-ce que tu penses qu'on s'est laissé impressionner? Vu que t'étais Jimmy Dia en France, ouais, ah, j'imagine bien que fallait- t'allais trouver quelque chose. je suis resté là, je les ai regardés Uh-huh. et je leur ai dit en anglais, vous savez qui on est? Comment le honneur, il est pas au courant qu'on doit venir? Mais comment ça et tout ça? Appelez-moi le honneur. Mais tu sais, quand t'es sérieux, tu montes et tu restes calme. Pas t'es en train de crier, parce que nous, on était calme et Ouais. tout ça. Voilà. Sérieusement, ouais. Ils appellent le honneur, ils arrivent et tout ça. Ouais, le honneur arrive et tout. Et je sais, mais tu sais qui on est? Ben non. On est Daft Punk, mec. Et le mec, il reste bloqué comme ça. Il fait, vous êtes pas au courant? On va appeler notre putain de label et on viendra jamais jouer dans votre boîte. On remettra jamais les pieds et tout ça. Les mecs, en, je sais pas, 50 secondes. Si tu reçois Insta, tu demanderas. Tu peux demander l'anecdote ou Eben. Cette anecdote, ils te diront. Ils ont ouvert les portes. Ils ont mis les trucs. Ils ont mis Daft Punk is in the house. Ils ont mis Around the World. On nous a ramené des bouteilles. Et ça. Et on est resté toute la soirée, on a vécu sur leur nom. C'est pour ça que je te Mais dis toi, que... c'est toute ta vie, en fait. Mais, et ce Jimmy soir- J, et ce Daft soir- Punk. mais parce que les gens, ils comprennent pas qu'il faut avoir du culot. C'est clair. Et quand on était là-bas, on a rencontré Prince Nassim, le boxeur. Ouais. Donc on a sympathisé, il pensait qu'on était Daft Punk. Et le lendemain, il nous a ramenés au concert de Wu-Tang. Oh, mais- Et donc, quand on était là-bas, on a rencontré Reza, on a rencontré comme ça, et on a ouais. connecté avec Reza comme ça. Ah ouais, donc ça a servi. C'était pas juste passer du bon temps. Vous avez fait encore plus Non, de mais parce réseaux que- grâce mais à ça. Exactement. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, personne connaissait leur tête. Ouais. Tu Bah vois, oui, jusqu'à maintenant. c'est de bonne guerre, frère. Ah, très Tu bien. vois. Et à un moment, je veux dire, c'est la base de la banlieue, c'est de la débrouille. Le système D, le Rachid System, tout ça, c'est la base de C'est la ça. débrouille. C'est ça. Donc, et nous, on a appliqué que ça parce que le rap, ça a toujours été ça. On a dû se débrouiller sans les institutions. On a dû se débrouiller. Il y a qu'à voir la sous-représentation du rap dans les institutions. Regarde la sous-représentation du rap à la SACEM. Regarde la sous-représentation du rap à la SACD. Regarde à la Spédidam. Il n'y a même pas de statut pour les beatmakers. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai monté un groupement avec... on a monté un groupement sur les musiques urbaines. On est en train de faire changer les choses, mais c'est incroyable. On n'est pas respecté. Personne ne sait qu'aujourd'hui, par exemple, les chichas ne sont pas collectés. Ah Il ouais. y a 1800 putains de chichas qui sont pas collectés. On parle de Ça 20 ou sème, 30 tout millions ça, d'euros Rien. de la musique urbaine qui sont pas redispatchés. C'est fou. Mais bien sûr que c'est fou. Et les mecs nous disent, ouais, quand on va là-bas, on se fait menacer.
Comment tu peux entendre ça? N'importe quoi. Bah oui. Mais parce que on vit dans ce monde où on a toujours été sous-estimé. Et le pire, c'est que même en étant sous-estimé, on est divisé. Donc, c'est beaucoup plus facile de nous maîtriser. Ok. On va avancer un petit peu. Donc Masta, il décide d'arrêter la musique. Mais il a vraiment arrêté la musique, Masta? Bah, Oui. Il a repris, non? Ouais, là, j'ai vu qu'il avait Ouais, repris. il a repris. Il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un post où il m'a mentionné. Ok. Bah, là, il a repris. Bah, Ok. j'attends de voir. Hein. Il est doué. Hein. Bah C'est un oui, putain de beatmaker. J'allais dire, c'est triste s'il a arrêté. Donc, Non, après, lui, revient. il avait sa vie. À un moment, tu vois, il en avait marre. Il y a eu plein Ok. de choses. Il en a eu ras-le-bol. il a je besoin peux d'une comprendre. pause. Il a besoin d'une pause. Mais ouais, mais comme C'est tout. moi, en vrai, je prenais mes pauses. J'allais faire du cinéma, des conneries. J'étais pas dans le stress, Ok. tu vois. Normal. Lui, il était plus dans le stress. En plus, il avait eu des enfants. Tu Mhm. vois, il se posait des vraies questions. Est-ce que ça allait, truc. En Ouais. plus, c'était l'arrivée du digital. Le marché, il était en train de s'effondrer. Mhm. On pensait que le rap, tu vois, ils pensaient que le rap, c'était fini, tout ça. Ok. Je comprends. Ouais. Mais donc, toi, du coup, t'as dû faire la suite seul. Ouais. Donc, quand je dis seul, sans lui, après, je pense que t'as une équipe et tout. Mais en tout cas, voilà. Et tu signes Kerry James à un moment. Alors, il y a d'autres artistes, on reviendra après, mais tu signes Kerry James à un moment. Ouais. Pourquoi à ce moment-là? Je te dis ça parce que, bon, il y a Kerry, je sais qu'il y avait Lino aussi. Souvent, les gens, ils se disent ah, mais c'est des mecs d'avant. Ouais. Pourquoi ils signent pas des nouvelles personnes? Toi, t'as quand même si t'as signé des jeunes artistes, des nouveaux artistes, t'as quand même pris Kerry James, Lino. Mais Pourquoi? Poto, tout est dit. Kerry James. Lino. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Kerry James. Kerry James. Mhm. Idéal J. Ouais. On parle d'un génie du rap. Mhm. Un génie. Tu sais, regarde, des mecs comme Kerry qui passent le temps, il n'y en a pas 100 000. Hein. Mhm. T'as Booba, t'as Kerry, Mhm. dans des cases différentes. Rimka, peut mettre. Rimka à mort. Mhm. J'avais pas. Rof. Ouais. Oxmo aussi dans son délire, Ouais. mais t'en as pas 100 000 qui Ouais, restent. traverse Mais le après, Kerry, il milite, il fait pas de compromis, il est Mhm. pas trop dans les singles, il est dans l'art pur. Ouais. Je sais pas, ça représente trop de choses. En tout cas, pour la musique que j'aime. Donc là, on revient à ce que tu disais en début d'émission où, ok, tu peux aller faire des trucs super mainstream, tu peux aller faire le con avec Michael Youn ou Cyril Hanouna, mais toi et Masta, vous êtes des grands amoureux de rap. Donc en vérité, quand tu signes Kerry, c'est d'abord pour l'amour du rap. Mais par exemple, toi, t'aimes regarder les Charlots. Ouais. Ou t'aimes Louis de Funès. Ouais, Lou de Funès, Ok. c'est un héros pour Et moi. à côté, tu peux écouter Wu-Tang. Bien sûr. Ben voilà, c'est la Ok. même chose. C'était Mhm. d'être humain en vrai. C'est juste Ouais, ouais. d'être humain. Beaucoup de gens dans le milieu font comme si c'était Oui, pas mais- humain, ça. Mais c'est Ouais. d'être humain. Ouais. Tu vois, on n'est pas des poissons rouges, faut arrêter Mhm. de mentir. Tu fais pas la gueule quand tu vas au chiottes. C'est clair. Tu comprends? Faut Ouais. arrêter de faire le dur et tout Mhm. ça. C'est pas vrai tout ça. Mais bon, C'est pas vrai. Mais quand tu me parlais de Kerry, Kerry. Mhm. Kerry, il avait eu un album critiqué où il avait essayé de faire des choses, des prises d'ouverture et de position. mhm, Enfin, tu vois, il avait fait Ghetto Superstar, où il Ouais, avait je me fait des souviens. morceaux, il avait essayé de s'ouvrir. mhm. Et d'un coup, le grand Kerry James, ça devenait le mec. Tu vois, t'as le droit de faire des erreurs et d'essayer des choses dans ta vie Bien sûr. et de pas être fermé. Ouais. Kerry, en plus, c'est un mec qui est totalement intègre. Quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. Mhm. Tu vois? Et à ce moment-là, ben déjà, je t'explique, un des albums que j'ai le plus saigné, c'est Le combat continu d'Idéal J Mhm. et le EP qu'ils avaient fait avant Ah, ça. Sur une mission. ouais, sur une mission. Original MC. Original MC. Et mon morceau préféré de rap, c'est le remix d'Ivan de Ghetto Ghetto français. Voilà. Mhm. C'est un morceau qui m'a chamboulé. Donc, pour moi, je voulais travailler avec Kerry James. Donc, c'est Ok. moi qui étais chercher Kerry James. Ok. Voilà. Donc, J'ai été le voir, Moi, c'est- j'ai été lui parler, je lui ai donné la vision que j'avais. mhm. Parce que je lui ai dit, moi, je suis fan de ce que tu fais et fais-moi confiance. C'est ça qui J'aurai- m'intéresse. J'aurai la vision pour faire ce que les gens ils attendent de toi. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que, ok, tu te fais plaisir. Tu signes un mec que tu kiffes artistiquement.
Ouais. Mais quand même, tu te dis, je vais lui faire un très bon album et en vendre. Bien sûr. Donc, tu as la vision pour ça. Tu penses savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là. Alors, je pense savoir ce qu'il faut faire. Ok. J'ai la vision pour ça. C'est aujourd'hui, c'est les faits qui me donnent raison. À ce moment-là, je me dis pas, je vais réussir, mais t'as ton idée. J'ai la vision d'un mec qui aime Kerry James. Voilà. Voilà. Mais du coup, toi, tu proposes ta vision à Kerry James. Il te suit parce que d'ailleurs, c'est Kerry James Pas qui a... que moi, il y a Masta et moi, on est tous les deux. Ok. encore. Ah, Ouais. il y a toujours Masta à ce il est tout le moment-là. temps Ok. avec moi, ouais. Donc, vous proposez, Kerry, c'est quand même Kerry avec toute la carrière qu'il a derrière lui. Il vous écoute directement? Oui. Alors, Ok. 2 choses. Déjà, Kerry, je le connaissais depuis 91. Ok. Tu vois, je connaissais depuis ses débuts du rap. Ok. Bah, je t'avais dit Solar, tout Ouais. ça. Voilà, donc je connaissais Kerry depuis le début. Mhm. Donc on avait un lien humain. Ok. Après, artistiquement, on était à un bon moment, on avait grave prouvé. Mhm. Et Kerry, j'avais fait un titre avec lui qui s'appelait Symphonie d'amour, qui était dans Taxi. Ok. Voilà. Et la direction de ce que j'avais fait avec lui, ça lui avait grave plu. Mhm. Et surtout le fait que ça soit que je lui tienne tête en studio. Ok. On a eu des longs débats avec Kerry sur des trucs. Ah, attention, hein, c'est pas quelqu'un d'influençable, loin de là. Hein. Mhm. C'est pas un mec, tu lui dis, faut Ouais. argumenter, Ouais. il t'écoute. Mais c'est pas un mec obtus, mais c'est un mec qui. C'est pas un mec, Kerry fait ça et il le fait. Ok. Tu vois, c'est un mec qui sait exactement ce qu'il veut. Ok. Mais j'avais cette vision-là. Et donc, on parle. Je lui dis, écoute, pour tous les fans et tout, ces combats continuent. Tu avais fait part 1, part 2. Il faut qu'on fasse la part 3. Mhm. Ça commence comme ça. Mhm. Et on enregistre ce premier titre. Et Ok. à la fin de ce titre, il n'y avait plus aucune question, plus aucun Ok. doute sur le fait qu'on allait Ah, c'est- faire l'album. La réal qu'on a faite, la manière dont on a fait monter comme les choses, quand je lui disais de partir là, de chuchoter, de repartir, de Mhm. trucs qu'on a travaillé ensemble. Ok. Et lui, il voit que on est en train de l'updater à mort. Ok. Donc, vous avez commencé par le combat continu 3. On a commencé par Symphonie d'amour et le premier ouais. titre qu'on a attaqué, c'est Combat continu 3. Ok. Cool. Très bien. Voilà. Après ça, quand il faisait écouter, il a été grave rassuré sur tous les retours. Les gens l'ont encaissé. Bon, c'était un titre. Ok. Et donc après, ça a grave facilité C'est clair. la communication entre nous. Ok. J'aimerais qu'on parle rapidement de Sofiane. Ouais. Comment à quel moment de sa carrière tu bosses avec lui, en fait? À la fin de Blacklist 2. Et l'anecdote, Mhm. comment je me retrouve à travailler avec Sofiane, Mhm. c'est que Sofiane était venu dans mon studio pour me rencontrer et pour me faire écouter ses morceaux Ok. par l'intermédiaire de son manager Mercus. Et Sofiane a eu un problème dans son studio à l'époque. Mhm. Son studio avait été cambriolé Ok. et ils avaient pris les disques durs avec merde. tous ses morceaux. Oh, merde. Et il était chez moi et je lui ai dit, prends mon studio, je te laisse le temps qu'il faudra pour que tu enregistres ton album gratuitement. Et Ah genre lui, C'est pas ton artiste à ce moment-là. non. Ok. Et lui, ça l'a grave touché. Mhm. Ça les a grave touchés. Mhm. Et ça a créé un vrai humain de fou. Ok. Et après, il m'a dit... au début, c'est Kala qui est venu me parler. Il m'a dit, ouais, il faut vraiment que tu taffes avec So et tout ça. Nan. Et Mhm. après, So, il m'a dit, ouais, bah, comme avec James, il est venu, il m'a dit, ouais, il faut qu'on travaille ensemble. Ok. Voilà. T'as senti le truc. Ben, tu vois, So, il m'a grave aidé à un moment de ma carrière où j'étais en train de m'encrouter, Mhm. que je comprenais pas trop les codes du trap. Et lui, c'était le parfait hybride entre le rap que je comprenais et le rap que je ne comprenais vrai. pas. Et je me suis dit, s'il arrive à me parler à moi, qui est pas encore les codes de ce nouveau truc, c'est que forcément, il y a un truc. Et lyricalement, il était trop fort. Il fait le rap que j'aime, tu vois. Ok. Et donc, pour moi, ça paraissait évident que ça allait tout droit. Et c'est toute sa série de vidéos qui est devenue une C'est tout mixtape. un, c'est tout Je un, suis tas, passé c'est tout chez un So. tas de ça et tout un tas de discussions qu'on a eues sur la politique et la manière de faire avec le
les gens. Ah, c'était la folie. C'est un mec archi intelligent, donc il synthétise vite Uh-huh. et il a appliqué très très bien tout ce qu'on s'est dit. Ah, ok, et c'est un acharné. Et Ouais. quand il sort ses projets, si jamais il prend votre téléphone, je vous dis direct c'est fort quoi. Il prend ton téléphone, tu sais, il te c'était- fait télécharger Ouais. iTunes Ouais, ou c'était truc. quoi son jeu? C'était ça. Il mettait arrivait, ça tout dans le téléphone, tout le monde. télécharge. Non, carrément, il dit, je peux passer un coup de fil. Ouais, c'est Il ça. arrivait, il ouvrait ton iTunes, il télécommandait. Il prend, Ouais, il comment télécharge l'album, Ouais, c'est bon, ça lui fait une vente. ouais, Incroyable, je le voyais faire ça partout. Ouais, Il t'aiderait. En ouais, tout cas, big up Sofiane. ouais, grave. J'aimerais qu'on parle rapidement de Vald aussi. Ouais. Comment ça s'est fait? Vald, je lui ai envoyé je lui ai envoyé un message sur Facebook Mhm. pour le produire. Et Uh-huh. il a ouvert, il savait pas qui j'étais. Il a été regardé, il a dit tiens, le mec de des 11 commandements parce que lui il vit dans sa bulle. Ok. Et donc il a pas répondu au message. Et il y avait Screech de Demolition Ouais. qui m'a dit bon vas-y te casse pas la tête, je vais te le ramener au studio. Ils me l'ont ramené au studio. Ah, ok. J'étais avec Tunisiano Ok. et on a décidé de le faire ensemble. Ok, cool. Voilà. En tout cas, sacré Pareil. personnage, Ouais. grand rappeur. Ouais, énorme rappeur. Tellement. Grosse plume. Mais rappeur, plume, tout, Ah. frère, énorme. Parce que beaucoup de gens en France pensent que dès que ça fait rire, c'est pas être un lyriciste. Pour moi, Vald, c'est un grand lyriciste. Vraiment. Non mais Super il plume. faut écouter Ah. ses albums. Ah. C'est parce que je te dis que la plupart des gens Mhm. tirent des conclusions sans regarder les statistiques. Ouais. Tu vois. Et Ouais. pareil, hein, tu sais, quand j'ai pris Lino de chez toi, tout le monde m'a dit de pas le faire. Hein. Tout le monde m'a dit. Bah alors, déjà pour Sofiane, tout le monde m'avait dit de pas le faire. Ouais. Mais alors pour Lino, C'était- tu vas craquer, il est ingérable, nanana, nanana. Tu vois. Ah, ça m'a pris 3 ans, mais je l'ai fait. Bah, ça, c'était un truc d'ego. Ouais, là, tu voulais me montrer que... Ouais. Ok. Et un album qui est disque d'or. Voilà. Des stats encore. Ben, tu sais, pareil, hein, le premier Sniper, quand on fait le retour et qu'il n'y a pas Blacko, il est disque d'or. Ah. Tu vois, Ouais. ils le disent pas, ça, les gens, assez. Non, ils disent pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi encore à faire le retour alors que tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait pas sans Blacko. Ok. Bon. J'aimerais qu'on parle rapidement de Sheila aussi. Ouais. Comment ça s'est fait? Chila, alors, la vraie histoire, c'est un DJ de Montpellier qui s'appelle DJ Benz. Que je kiffe. Et c'est un mec avec qui je m'entends bien. Et c'est un DJ que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, qui a été assez critiqué par le monde des DJ parce que c'est un mec qui est assez drôle. Ouais, il se déguise, met des Ouais, perruques, tout ça, j'ai vu des voilà. vidéos. Mais c'est un mec. C'est un showman. Ouais, c'est un showman. C'est un, tu vois. Et quand je te dis le côté beauf, tu vois, DJ Khaled, il serait français, il aurait Ce des sera un trucs beauf, de beauf. Et voilà, tu c'est vois. clairement un Et beauf. je veux dire, lui, c'est un DJ de province. Il n'a pas été calculé par Paris. Il n'est pas dans le parisianisme. Ouais. Il est dans son truc et ça Ouais, marche. il s'en fout. Et les gens l'aiment, tu vois. Mhm. C'est un mec, il est en train de monter. Il a commencé son Instagram, il était à 2000. Là, il est à 50 000. Il fait plus de dates que n'importe qui. Mhm. Donc voilà. Et donc, c'est un mec que j'aime bien. Donc, souvent, on échange. Et un soir, il m'envoie un truc. Il me dit, regarde-moi ce truc-là. Et il m'envoie un lien de YouTube du freestyle de Chila sur Big Flo Oli. Ok. Et je vois ça. Grande spécialité, moi. Je contacte la meuf et je suis parti directement à Lyon 2 jours après. Ah ouais. Ouais, non, je la fais venir, excuse-moi. Je la fais venir à Paris Mhm. et on rentre en studio, on enregistre 4 titres et je pars la signer la semaine d'après à Lyon. Ah. Voilà. Ça monte la motivation, ça touche. Quand t'es artiste, ça touche. Mais c'est la même chose pour Stromae. Hein. À la base, c'est pareil, tu vois. Ah, c'est vrai que tu l'avais en édition, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ok. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que à l'époque, moi, j'étais tenu par un truc avec Because et eux, ils étaient en train de freiner. Ben moi, j'ai pris avec Massa, on a pris notre chéquier, on est parti signer avec notre chéquier. Ah. Voilà. Ok. Très bien. Après, les légendes, oui, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, non. quand ça fonctionne, il y Ouais, a ouais. du monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Beretta de Belgique Mhm. avec qui j'avais contact, pareil, parce que j'ai souvent des petits réseaux partout, et qui m'a parlé du mec et qui m'a fait écouter des prods. Je l'ai fait descendre à Paris, je l'ai rencontré, j'ai écouté ses sons, je suis tombé par terre et je suis parti direct le signer. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Très bien. Et c'était pas, il avait déjà une sonorité particulière qui ressemblait à personne. Très bien. Pour la fin de l'émission, on approche de la fin de l'émission. Je vais te citer des noms d'artistes avec qui t'as bossé. Je voudrais juste que tu me dises le truc qui t'impressionne le plus chez eux. Vas-y. Sniper. Bon, ils sont 3. Donc, J'adore la voix de Bachir. mhm. En vrai, Tunisiano. ouais, Tunisiano, c'est le feu. Si je devais dire un mot pour chacun, je devrais dire pour Aketo authentique, Mhm, pour Bachir lyriciste, mhm. et pour Karl, je dirais maître des refrains, vraiment. Ok. C'est un tueur. Au Karl Blacko. Ouais, Blacko, Ok. excuse-moi. Ouais. Ouais, je fais du name dropping. Cynic. Battle. Mhm. Ouais. Il y a un super documentaire qui a été fait sur Dégaine ton style, là, qui tourne en ce moment sur YouTube, tout ça. J'invite tout le monde à aller le voir. Bête c'est d'humain, vraiment bien. bête d'humain aussi. Ok. Vraiment bête d'humain, mais battle. Vraiment rappeur, battle. Mhm. Tandem. 9-3. Les deux en même temps. Et Ghetto. Ok. Ouais. Bakar. Ami, lyriciste. Ok. Mélissa M. Marseille Tube. Mhm. J'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas eu de deuxième album alors que le premier avait Moi non fonctionné. plus, j'ai jamais compris, faudra lui demander à elle. Ok. Tu vois. Et là, c'est pas un artiste, mais c'est un projet, c'est Mission Suicide. Tournant. C'est à partir de Mission Suicide. Encore, ça a été encore un autre truc, mais Mission Suicide, c'était l'apogée de notre respect de l'underground. Ok. C'était le projet qui avait mis tout le monde d'accord dans le rap. Ok. Ouais. Pour terminer l'émission, on a l'habitude d'offrir un cadeau ici. Donc là, j'ai trouvé un truc, mais malheureusement, je pensais que c'était ta première production, mais on s'est rendu compte que c'était destiné. Donc, le maxi des 3 coups. Je l'ai, mais mortel. Voilà. Ah, mortel. Et voilà. Ah, putain. Ah, putain, je sais pas comment tu l'as trouvé, mais... Tu sais que j'ai une collection de disques de dingue, hein. J'ai des vinyles de fou. Ok, j'imagine. Ouais, ils sont dans mon studio, je les garde, c'est un souvenir. Je sais pas, je me suis dit que peut-être dans 20-30 ans, ça vaudra une tonne d'oseille Il y a et des- mes enfants... Il y en a ils se certains, disent- hein, il y en a certains qui vous coûtent cher. Ouais, en plus, moi, tu sais, j'étais collectionneur de funk, soul, tout Ok. ça, Mhm. et de vinyles de rap. J'ai Mhm. tous les vinyles qui sont sortis des années 90 jusqu'à 2000, je les ai, après j'ai arrêté, j'ai lâché. Mhm. Mais pareil, tout ce qui est disques de funk, soul, tout ça, j'achetais tout. Ok. Donc j'ai voilà la collection et je me suis dit, bah écoute, peut-être un jour, mes mômes, ils se diront, ouais, tiens, il y a une galère, tiens, il y a quoi, c'est quoi cette collection? Et ils verront que, Peut-être ah putain, il y aura de l'argent pour eux, on sait pas. ouais, grave. En tout Qui cas, sait? bon, c'est les gars de l'équipe ici qui sont Merci beaucoup. des grands fouineurs et qui ont retrouvé ce Ouais, maxi. ça tue. Tu Donc, vois, regarde, voilà. à la base record. Ouais, exactement. Donc voilà, en tout cas, merci à toi. Merci, bah merci de m'avoir invité. Voilà, que ta carrière continue. Hein. Elle est déjà bien belle, mais qu'elle continue. Ouais, j'espère. C'est quoi les trucs qui sont sur le feu, là, pour prochaine sortie? Non, tranquille. Je vis là en ce moment. Je profite. Il y a pas un album de Sheila, un album de... Si, il y a l'album de Chilla qui arrive. Ok. Mais en ce moment, tu sais que je suis plus retourné dans le studio à faire des titres pour les artistes. Ok. J'avais besoin de renouer avec d'être en studio Ok. que de diriger les artistes. Et alors là, je te parle de mes proches et des gens qui vont sortir. Il y a l'album de Soul King, il y a Husk qui sort, Ok. il y a l'album de Sofiane Ouais. qui sort. Là, il y a le prochain Val qui sort. Ok. Bon, tout ça, voilà, pour moi, c'est la famille proche. Ah, c'est beaucoup, c'est déjà bien. Ouais, mais ça, c'est vraiment des gens à qui je veux du bien. Là, je travaille avec DJ Abdel. Voilà, Ok. tu vois, parce Cool. que ami de longue date, et puis Ouais. on a envie de faire des choses ensemble. Cool. Et Zao, j'ai récupéré Zao. Ok. Ah bah, c'est une Voilà, et donc... nouvelle, ça. Ouais, On savait pas. ben ouais, mais écoute, c'est pareil. Je pense que elle a grave de talent. Je pense que c'est une bête d'artiste Ouais. et qu'elle mérite de reprendre une putain de place dans la musique. Et on verra si on réussit à le faire. Ouais, d'accord. Merci à toi, en tout cas. De rien. Voilà, c'était Featuring. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, un prochain épisode.
Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.